Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce 7ème épisode de Sans Plug. Un épisode particulier parce qu'on est que deux aujourd'hui. Salut Arthur, comment ça va? Il est pas là. Ah ça va et toi Achille? Je suis Arthur. Bon non il est pas là, c'est pas vrai. Vous avez pas cru. Mais force à Arthur qui charbonne énormément au taf en ce moment, c'est pour ça qu'il a pas pu le faire ce soir. Des W dans le chat pour Arthur. On pense à lui. On va lui rendre honneur et lui faire honneur plutôt avec un épisode 7 qui va être historique je pense. Ah ouais. Épisode 7, numéro 7 comme qui? Comme qui? Dis-moi. Comme Chris Andersen de Grizzlies. C'est bon ça. C'est le bon vieux Chris Andersen. Si, Chris Andersen. Ah, Chris Andersen. Oui. Ok. Mais tu mets le doute. Avec les Rockoises là. Ouais, mais je crois que c'est okay. bien. Pour 7ème épisode, on va parler de plusieurs choses. On va faire un petit bilan de la saison régulière 2025-2026. On va commencer dans l'entre-deux avec les satisfactions de la saison. Voilà, les petits trucs qui nous ont fait kiffer cette année. On va enchaîner dans le gros dossier. Vous en avez l'habitude, le hit check, où on va faire un peu le bilan sur tous les trophées de la saison, un par un, donner notre vainqueur et en débattre avec Achille. Et on va terminer par le garbage time. On va un peu se lâcher et on va parler des déceptions de l'année parce que là... c'était nul. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les gars, mettez-moi en question. Les couilles. Donc voilà, et on va tout simplement commencer cette émission un peu particulière, on peut le dire ou pas? On est que deux, ça fait bizarre. C'est bizarre. Salut Arthur. Bon bref, on va d'abord commencer. On a mis les claquettes de Louis à la place d'Arthur pour avoir l'impression d'être trois quand même. Malheureusement, elles ont pas de micro, donc elles pourront pas participer. Elles ressemblent pas à Arthur en plus. Non, pas tellement. Ça fait vraiment pas l'effet escompté. On va commencer cet épisode par notre image de la saison, cette fois petite variante, voilà, pas d'image de la semaine, parce qu'on fait la saison en fait, faut suivre. Donc image de la saison. Achille, c'est quoi ton image de la saison à toi? Alors, j'ai deux images de la saison, mais en vrai, ma plus grosse image de la saison en tant que fan des Celtics, c'est forcément le retour de Jason Tatum à la compétition. Ça se comprend. Franchement, c'était un truc super attendu, et je pense que au-delà d'être super attendu, ça soulevait beaucoup d'interrogations et de questions concernant un retour aussi rapide dans une équipe des Celtics beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on imaginait au départ. C'est clair. Et je pense qu'il a plus que répondu aux attentes. Il s'est réintégré avec une trentaine de minutes par match déjà. Il y a 21 points, quasi 10 rebonds de moyenne et 5,2 passes. Putain, quand même, ça produit. La production est, pour un mec qui a pas joué depuis un an et qui s'est fait le tendon d'Achille, la pire blessure pour un basketteur. C'est vraiment exceptionnel. Incroyable. Il est en manque de rythme un petit peu, il a quand même le shoot qui grince un peu, faut savoir que c'est ses pires pourcentages en carrière. 41% au tir et 33% à 3 points. Mais à côté de ça, il y a une énorme présence au rebond, comme en atteste la moyenne, et surtout aussi une activité en défense de tous les instants. J'ai l'impression que c'est limite un meilleur défenseur que ce qu'il était. Il était pas en reste en vrai avant sa blessure, mais il y a eu des matchs contre les Cavs notamment où il s'est farci, que ce soit James Harden ou Evan Mobley, vraiment c'est impressionnant. En vrai, surtout pour un mec qui vient de blessure, de le voir autant aller au mastic, je suis d'accord, moi aussi ça m'a un peu sauté aux yeux. Et pour peu que les Celtics aillent loin en playoff, ça va être l'image de la saison peut-être pour beaucoup de gens au final, tu vois. Bah, c'est clair, moi j'avais juste une question pour toi en tant que fan de Boston, tu t'évalues à combien de pourcents t'évalues à combien de pourcentage de chances qu'ils reviennent dans la saison Tatum? Ah, avant le début de la saison, j'y croyais pas. Genre, j'y croyais pas, mais aussi parce que je pensais que Boston allait jeter la saison à la poubelle et qu'on allait tanker pour ramener A.J. Dibonsa dans le Massachusetts. Mais au final, je préfère cette saison-là. Et après, en vrai, de vrai, même à mesure qu'on s'est mis à gagner des matchs et à jouer les premiers rôles, je t'avoue que le retour de Tatum, même aussitôt dans la saison, genre, si je pensais le voir revenir peut-être pour les playoffs, tu vois. Donc, disons qu'au début de la saison, c'était 0%, et après, ça a jamais dépassé les 20%, tu vois. Et le voir revenir à un niveau pareil, merci la médecine moderne. Bravo le docteur, je sais pas qui c'est. La pharmacie du Massachusetts qui a bien fonctionné. Et juste, espérons que Tyrese Haliburton revienne à peu près dans les mêmes... En tout cas, ça donne de l'espoir pour le retour de Tyrese Haliburton aussi. C'est clair, sachant que c'est rare les bons retours de tournoi d'Achille, mais en tout cas, ces dernières années, on en a vu quand même pas mal, donc on va pas penser que c'est la norme. KD, en vrai. Mais KD, c'était quand même vraiment l'exemple le plus frappant, effectivement. Donc, mais bon, je pense que Tatum, là, je me rappelle pas exactement du retour de KD sur les parquets, mais j'ai l'impression que son niveau de production est déjà au-dessus de ce que KD avait produit quand il était revenu, tu vois. Je me rappelle pas, donc je vais pas me prononcer, mais je crois que c'était similaire en tout cas. Il y a déjà eu un triple-double de posé par Tatum, des trucs comme ça, enfin vraiment, c'est... Bravo Jason. Ouais, puis le super timing de retour, il s'intègre trop bien petit à petit, enfin juste... Non, mais ils peuvent pas jouer ensemble en fait, Jason Tatum, t'as compris ou pas? 2026, faut arrêter avec ça. Toi, c'est quoi ton image de la saison, Louis? Moi, mon image de la saison, elle est plus drôle, un peu plus légère, mais elle est récente aussi. C'est juste Victor Wembanyama. Ouais. Sur le banc, avec Stephen Castle. Ah ouais, c'est ça ton image de la saison. C'est mon image de la saison. Okay. C'est juste Wemby qui s'en bat les couilles, qui est en mode on est en 29-3 en 2026 et je montre à Stephen Castle comment j'aime ce sport sur le banc. Ouais, freak. Exactement. Oh, ça m'a fait rire, mais c'est surtout ça que j'ai retenu récemment.
avec la chanson des Jalen aussi. La chanson des Jalen, c'était très bien. C'est quand même, et en vrai, l'équipe des Jalen, je pense que si tu la mets ensemble, c'est la meilleure équipe de NBA. C'est clair. En vrai de vrai, genre t'as un 5 Jalen Brown, Jalen Brunson, Jalen Johnson, Jalen Duren, et je sais pas qui c'est le poste 4 qui vient compléter ça, mais déjà rien que ça... Jalen Tyson. Ouais, voilà, t'es terrifiant. Jalen Williams, tu l'as dit, je crois. Jalen Williams en poste 4, voilà. Ouais, le 5. C'est juste affolant. T'avais une deuxième petite image, je crois. Moi, ma deuxième image de la saison, c'est une image qui n'est pas arrivée. Ça aurait été que Billy Donovan, Doc Rivers, Jamal Mosley, Chris Finch, Doug Christie ou Willie Green sont toujours en poste. 6 mecs pointent à Pôle emploi, en fait, parce que... Qu'est-ce qu'ils foutent encore sur un banc, tu vois? C'est clair. Et globalement, il y a beaucoup de noms, t'as dit. Il y a eu aucun coach viré cette saison, alors que Doug Christie, Doc Rivers, Jamal Mosley, je pense que c'est les pires dossiers, mais Billy Donovan, Willie Green, ils sont pas en reste non plus, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et que les mecs aient gardé leur poste jusqu'au bout, je trouve ça complètement fou. Je me demande c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça en vrai. Une saison où il y a aucun coach viré, c'est quand même assez rare. On n'a pas vérifié la stat avant, mais je pense que c'est vraiment vraiment très très rare quoi. Ouais, bah j'ai pas la stat et dans mon état normal j'aurais peut-être été vérifié, mais là j'ai la flemme, donc vous irez voir chez vous. Mais ouais, en tout cas, aucun coach viré cette saison et j'aurais bien aimé rien que pour le Magic, tu vois, genre Jamal Mosley qui est toujours là, alors que l'équipe. Franchement, je pense que mes deux petits cousins ils se débrouilleraient mieux sur un terrain de basket. Mais voilà, c'est ça que je retiens de cette saison. Petits cousins? Ils existent pas, j'en ai pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ton image de la saison, tes images de la saison. Coachs, s'il vous plaît, virez vos coachs. Surtout Billy Donovan qui est là depuis 6 ans, hein, faut le rappeler, 6 ans à la tête des Bulls. Là, il a commencé à avoir des bruits de couloir, des trucs comme ça, et il se pourrait qu'il y ait entre 8 et 12 équipes qui changent de coach cette saison, selon les estimations d'Insider. La machine à laver. Hein. Ouais, ça va être huge. Et Mike Malone a retrouvé un banc en NCAA d'ailleurs aussi. Ouais, je crois que c'est pas encore fait, mais ils sont hyper chauds. Mais qu'il attend qu'un poste libère, peut-être. Mais... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce serait stylé de voir North Carolina en plus. Belle fac. Ouais. Belle fac, petit joueur qui est passé là-bas, je sais pas si vous connaissez. Enfin bref, pas le sujet. On va enchaîner avec l'entre-deux, nos satisfactions de la saison. On va chacun notre tour dire les petites choses qui nous ont fait kiffer cette année. Tip-off, l'entre-deux. On va commencer avec mes petites satisfactions. J'en ai noté quelques-unes. Je vais commencer par un petit truc fait maison. Obligé de faire un petit shout-out quand même à Jalen Tyson, qui m'a fait kiffer, et surtout dans une période où les Cavs me faisaient un peu chier au début de l'année, on va le dire. J'ai quand même eu 4 mois cette année où j'étais à moitié dedans, quoi, et ça m'arrive rarement pour le drogué de NBA que je suis. Donc merci à lui de surcroît des Cavs en plus, quoi. Oui, clairement, mais c'est ça, moi je suis tellement fan que malheureusement quand mon équipe me fait chier, j'ai du mal à suivre tout court. Une petite lassitude pendant l'hiver. Je dis pas ça pour t'enfoncer, mais il faut savoir que t'es marocain, que t'es fan de l'OM et fan des Cavs. Il y a eu des mois compliqués. Hein. Donnez-moi de la force s'il vous plaît, je suis en dépression. Non mais Jalen Tyson, pour la progression, pour ce qu'il apporte, pour l'identité, pour le côté aussi, je l'attendais. Je vous l'avais dit en plus avant le début de l'année quand on parlait un peu de la saison à venir et tout. Du coup, je suis content que ça se confirme. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Là, il est un peu blessé et il joue un petit peu moins. Même Atkinson au niveau de rotation, on verra en playoff, mais il a beaucoup à jouer d'ailleurs. Mais Jalen Tyson, voilà, quand même un gros shout-out à lui pour sa belle saison. Il me fait kiffer. Franchement, voir un développement pareil d'un mec en deuxième saison dans un groupe qui reste super ambitieux, c'est trop encourageant, quoi, parce que tu te dis que malgré le fait que ça vise haut, t'as toujours de la place pour développer tes jeunes, et en plus t'as des postes directs, en tout cas t'as des rôles à leur donner tout de suite, t'as des places dans le 5 à leur donner, ou en tout cas dans la rotation, et Jalen Tyson, saison 2 c'était n'importe quoi, mais je pense que saison 4-5 ça peut, le free and D de malade que ça va être. C'est clair, moi je pensais pas le voir shooter à ces pourcentages là notamment, ouf, hein. Et encore moins le voir tège DeAndre Hunter de la rotation et se faire trader, tu vois. En vrai c'est ça aussi qui m'a fait le match, quand tu prends du recul, on a quand même lâché pas mal de petites choses pour DeAndre Hunter l'hiver dernier. Et quand il arrive l'hiver dernier, c'est hype, Cleveland, qui avait super bien fit et tout, bon playoff, pour le coup super, début de saison incroyable pendant 2-3 semaines, il était ouf. Après, ça a chuté, et c'est vraiment les trajectoires se sont croisées avec Tyson, et vraiment le fait qu'il prenne sa place et qu'il fasse en sorte qu'il se fasse trader, c'est assez ouf. Donc voilà, petite info en plus. C'est une belle satisfaction, Jalen Tyson, en tant que fan des Cavs, je te comprends. Ouais, quand même. Et toi alors? Moi, ma satisfaction de la saison, c'est forcément les Charlotte Hornets. Encore une fois, c'était une take en off, mais il faut savoir que quand on avait parlé de la saison à venir, j'avais dit à Louis et Arthur que les Hornets avaient l'un des projets les plus cohérents de la ligue. Ils m'avaient explosé de rire au nez. Oui, c'est vrai.
Mais cette take, elle était motivée notamment par le fait qu'ils aient drafté Con Knoppel en choix 4, alors qu'il y avait des mecs comme Jeremiah Fears en dessous, Derrick Queen, Ace Bailey, et j'ai eu l'impression sur le moment qu'ils ont plus drafté au fit qu'au talent, parce que c'était les mecs parfaits sur le papier à mettre à côté de LaMelo Ball et Brandon Miller. Ouais. Au final, il s'avère que Con Knoppel est juste un rookie historique. Donc en plus de drafter au fit, ils ont aussi drafté au talent en fait. Mais juste les Hornets qui te font kiffer parce que c'est devenu une équipe hyper sérieuse quoi. Ouais, et puis t'as enfin eu LaMelo Ball et Brandon Miller qui ont été épargnés par les blessures. LaMelo, c'est la première fois qu'il joue autant de matchs depuis sa saison sophomore quand même. Donc c'est pas rien, il joue 69 matchs. Brandon Miller, il en joue 62 alors que la saison dernière c'était que 27 matchs. Et en fait, tu vois que... Putain, c'est vrai. il y avait une grosse blessure, tu vois. Et dès que ces deux mecs-là sont sur leurs deux jambes, en plus avec Con Knoppel qui s'est intégré parfaitement à côté, qui a apporté aussi un peu d'identité et un peu de, je sais pas, j'ai l'impression un peu d'âme à cette équipe et de sérieux. Ouais, peut-être qu'il a apporté un peu en tant que rookie, parce que moi j'ai le souvenir en début de saison quand ça perdait pas mal de matchs et tout de d'éclat où en fait t'as l'impression que c'est un vet quoi. Et vraiment, et ça m'avait grave impressionné avant même qu'il ait des explosions au scoring folles et des records à 3 points qui tombent. Mais je pense qu'il a apporté dans ce vestiaire-là un peu de rigueur, quoi, tu vois. Exactement, c'est le mot que je cherchais, c'est ça. Et en plus, au-delà de Con Knoppel, t'as eu des rookies qui ont été responsabilisés et qui ont pas froid aux yeux. Je pense à Zion James, à Ryan Kalkbrenner. T'as un bon travail pour intégrer le reste du groupe, que ce soit Kobe White, Grant Williams, Josh Green ou Treyman, qui ont tous leur petite productivité au sein de cette équipe. Et Moussa Diabaté, que je pense que tu allais citer évidemment parce que... Forcément, dans ce 5 majeurs-là, avec Con Knoppel, Brandon Miller, LaMelo Ball et Miles Bridges, qu'on aimerait voir loin de cette franchise, mais ça c'est une autre histoire, l'explosion de Moussa Diabaté, j'ai noté une stat quand même, c'est que c'est le 13e rebondeur de la ligue, par contre c'est le 4e rebondeur offensif de la ligue. Dingue, putain. C'est n'importe quoi, et ça permet à cette équipe d'avoir un nombre de secondes chances, j'ai pas la stat exacte, mais en gros, des mecs qui ont un aussi gros volume de tirs à 3 points et de seconde chance, il y a que les Celtics cette saison qui font mieux, voire aussi bien, tu vois. Sacré stat quand même. Donc c'est complètement fou. Et puis quand même, Moussa Diabaté, il y a un match où il a pocket Wemby, il y a une énergie de malade, il y a une célébration complètement adoptée par toute la ville, c'est devenu la véritable coqueluche. Et quand on se rappelle que cet été, il avait refusé de revenir en équipe de France... Je suis content que t'en parles, j'allais le dire. Au final, ça l'avait vu un peu en bizarre dans la France, en tout cas dans le basket français, tu vois, parce que clair. Ça le voyait limite comme un mec déjà un peu trop pédant ou dédaigneux par rapport à l'équipe de France. Au final, c'est un choix payant. Et en plus, il a dit qu'il serait prêt à revenir dès que l'occasion s'en présenterait. Donc bravo Moussa d'avoir parié sur toi et bravo pour la saison. Au-delà de... c'est lui aussi l'un des principaux artisans de cette magnifique saison des Charlotte Hornets, quoi. C'est clair. C'est clair, c'était un gros sujet le poste de pivot depuis quelques années à Charlotte. Et là, l'association Diabaté-Kalkbrenner, ça marche très bien parce que le rookie est très intéressant aussi. Puis donc, même, on a vu des actions, ça c'est des trucs un peu nerd et tout, mais il y a un match qu'ils ont commencé par un pick and roll LaMelo Ball Moussa Diabaté, sauf que c'est Moussa Diabaté qui avait le ballon. Que des trucs comme ça. C'est un mec que tu sens que c'est un diamant brut encore. Il a des bonnes mains, il a une énergie de malade, mais tu peux encore le développer, poser le ballon, pourquoi pas. Quand tu vois ce que Jalen Duren est devenu, tu sens qu'il y a des trucs à faire et il y a des trucs à chercher de ce côté-là pour Moussa Diabaté. Et voilà, t'as quand même une stat qui est folle aussi. Faut savoir que le 5... LaMelo Ball, Con Knoppel, Brandon Miller, Miles Bridges et Moussa Diabaté, c'est un net rating de plus 30,4. C'est le meilleur des 20 dernières années en NBA. Donc c'est un 5 all-time en fait. J'ai noté 2-3 axes d'amélioration quand même pour le futur très proche, c'est-à-dire de la saison prochaine, si tu as vraiment envie de continuer sur cette courbe ascendante du côté de Charlotte. Et pour moi, la principale amélioration, c'est amener un peu d'expérience dans cet effectif parce qu'il en manque un peu et ça se ressent dans les matchs serrés. Il faut savoir qu'ils sont en 10-18 dans les clutch games cette année, les Hornets. C'est le 4e pire bilan de la ligue dans les clutch games. Donc je pense que tu as besoin d'avoir des mecs qui peuvent avoir le sang-froid, qui savent comment on gère une fin de match parce que tu sens que sur le côté jeunesse, parfois la fougue, quand tu vas exploser tes adversaires, ça va marcher jusqu'au bout. Mais par contre, amener un peu de sang-froid, un peu de calme, un peu d'expérience, je pense que c'est ce qui manque encore à ce groupe. J'aimerais bien voir Tidjane Salin être mieux intégré au milieu de tout ça, mais ça c'est parce que je suis français, parce qu'en vrai, ça se trouve, il est pas invité dans cette équipe, Tidjane, mais on espère pour lui que ça va le faire.
Et il faut rester en bonne santé aussi. La Melo Ball, Brandon Miller, il faut continuer comme ça. C'est clair, là, on a vu que ça donnait une saison complète de ces gars-là. C'est pas pour retomber dans des. Ça serait chiant. Ça serait relou pour eux. Ils sont à pas grand-chose près de vraiment s'installer dans cette conférence Est où il y a de la place à se faire. Donc, clairement, des petits moves sympas cet été en low-key, de l'expérience, comme tu dis. Et Surtout que tout le monde est sous contrat là sur le plus ou moins long terme. Genre, cette intersaison-là, t'as que Kobe White qui est free agent. Mais sinon, tout le monde est sous contrat pour encore les 2-3 prochaines saisons. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi bien travailler. Et en très peu de temps, le nouveau GM, Jeff Peterson, et Charles Z, le coach, la nouvelle culture qu'ils ont apportée à Charlotte, c'est exceptionnel. Quoi, parce que c'était la risée de la ligue. Il y a juste depuis les Bobcats, en fait, les mecs. Quoi. Clairement. Donc, non, c'est vraiment cool. Donc, ouais, au-delà d'être une satisfaction personnelle, parce que je l'avais un peu call en début de saison, je le redis pour faire annoncer, juste l'équipe la plus kiffante de la ligue, je pense, en vrai de vrai. Ouais, je suis d'accord. Franchement, toutes les stats le montrent et la dynamique là depuis le post-All-Star Break et même depuis 2026 est vraiment, vraiment dingue. Je sais que moi, je suis New York, j'ai absolument pas envie de prendre Charlotte en playoff. C'est clair, mais même Boston, c'est l'équipe de l'Est qu'on imagine avoir pas mal de marge et tout, mais c'est quand même un premier tour chiant aussi pour une équipe. Il y a eu un match cette saison où Charlotte a complètement explosé Boston et Derrick White en conférence d'après-match était en mode on s'est juste fait outplay par Charlotte, genre il n'y avait pas d'autre raison à dire que ça, mais parce que les mecs, l'énergie c'est trop quoi. On espère les voir sortir du play-in et s'ils font le play-in, je pense que ce sera le cas. Il y a un petit écart, on verra s'ils arrivent à passer 6, mais je sais pas, je vois quand même Toronto un petit peu devant. On espère vraiment les voir en play-off. C'est surtout ça, il faut confirmer cette saison-là avec une série de play-off. Mais en tout cas, bravo. Ouais, parce que même une bonne série de play-off, ça peut ancrer la nouvelle crédibilité qu'ils ont gagnée cette saison, tu vois. C'est hyper important, je pense. C'est sûr même que le public va répondre présent. Je pense que cette arène, elle va être bouillante pendant les play-offs. Donc, si ça peut donner l'envie à un ou deux vétérans de venir apporter leur pierre là à Charlotte, le futur est brillant. Brillant de ouf. Et j'ai une autre franchise où le futur est brillant, c'est Détroit, qui est ma deuxième satisfaction de l'année, parce que quand même, on a pris pour acquis, vu qu'ils ont fait un début de saison de malade et qu'ils sont juste installés à la première place, qu'ils ont juste jamais quitté. Mais il faut se rappeler quand même. Ils ont posé les fesses sur le trône et ils l'ont plus lâché. Gros. C'est ouf, quoi. Enfin, vraiment, c'était déjà une belle surprise de l'année dernière, mais entre un top 6 et premier de ta conférence et quasiment le meilleur bilan de la NBA, c'est complètement fou. En fait, ils ont sauté des étapes à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils sont passés de pire bilan à équipe en playoff et ils sont passés de équipe en playoff à meilleur bilan de la ligue. C'est ouf. Franchement, aucun d'entre deux. Et ça fait plaisir aussi pour cette ville et cette salle aussi qui en a besoin. Cette franchise mythique, mine de rien. Une nouvelle salle où il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc ça fait vraiment plaisir, et surtout que la culture là-bas est forte et que la culture de cette équipe, elle colle trop bien avec Détroit en fait, cette équipe, donc ça fait vraiment plaisir. Et je suis vraiment impressionné par les rotations de JB Bickerstaff et par le côté développement interne. C'est juste à quel point les mecs qui viennent chercher dans des tours de draft un peu plus inférieurs, etc., à quel point ils arrivent à les faire grandir, leur donner un rôle, et surtout un rôle qui leur va super bien. Il y a évidemment la progression de Jalen Duren, dont on va sûrement reparler plus tard. Clin d'œil. Jalen Duren, je pense qu'aussi il est dans le bon environnement, et au moment de sa draft, c'était fou de pouvoir imaginer dire ça aussitôt dans sa carrière. Et là, je vois que tu regardes Danny Jenkins, fait partie de ces joueurs qui nous font grave kiffer. Et en fait, je les ai mis en satisfaction parce que là, on l'a vu pendant 2 semaines sans Cade. Danny Jenkins, c'est un mec pas drafté de base, qu'ils ont récupéré du coup la saison dernière, qui a joué que 7 matchs la saison dernière. Et là, en l'absence de Cade, c'est ça dont on avait parlé. Bien sûr. Incroyable. L'histoire est folle. Le takeover de Danny Jenkins, c'est n'importe quoi. Hein. Ça, c'est juste les signes des équipes qui vivent bien, des équipes où tout est sain, et où les mecs ont la place de s'exprimer pleinement et de progresser à vitesse grand V, en fait, parce que c'est le cas de plein de joueurs de cette équipe, même au niveau des choix qui ont été faits, etc. On va pas parler de Jaden Ivey plus que ça, mais genre de l'avoir tradé au milieu de saison pour faire venir un autre shooter là où ça pouvait être une limite avant ça, c'est intelligent. On espère voir Cade en playoff, je crois que c'est plutôt bon signe. Je crois qu'il va revenir, mais ça a l'air, je sais pas trop où ça en est. Peut-être qu'ils vont le manager un peu au premier tour, en tout cas ça serait intelligent de faire ça. Surtout vu ce qu'il donne là sans lui, je pense que tu peux te permettre de t'offrir ce luxe-là, quoi. C'est clair. Mais ouais, JB Bickerstaff on le sait que c'est un coach d'équipe, on le sait que c'est un mec qui aime responsabiliser ses gars, mais il a encore de culture switcher, c'est ça que t'avais dit pour Dylan Brooks, je crois. Culture shifter. Culture shifter.
Mais là, encore une fois, quand tu vois que Dennis Jenkins, je reviens à lui, parce que vraiment, moi, je suis impressionné par ce mec-là. Il a commencé la saison derrière Caris LeVert dans la rotation. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il avait ses minutes, il était trop impactant. Donc, JB Bickerstaff n'a pas peur de le faire passer au final titulaire quand Cade est blessé. Et ça, c'est bien. Ça, Ouais, c'est de vraiment une ouf. qualité qu'on peut lui donner à JB. C'est clair qu'il responsabilise de ouf, quoi. Et t'as des mecs comme Paul Reed qui font des C'est vrai. saisons de malade en Loki, J. Michael Green, Javonte Green, pardon. Javonte Green. Saison de malade en Ouais. Loki, pareil dans l'impact et tout. C'est clair. Abusé. Donc, ouais, c'est plus qu'une satisfaction. Les Pistons cette saison, c'est même un gros coup de tampon dans cette conférence Est qu'on dit très ouverte, mais au final, plus ça va, plus t'as des mecs qui cimentent, qui verrouillent l'avantage du terrain, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, Détroit, on espère voir une continuité aussi, mais je vois pas trop dans quel monde ça sera pas le cas. Avec la saison qu'ils viennent de faire, je pense que on va revoir ce groupe, on va revoir JB Bickerstaff à la tête de cette équipe, sauf énorme dinguerie que je ne pense pas arriver. Donc on a hâte de voir les petits ajustements qu'ils feront aussi à droite à gauche, puisque la conférence Est l'année prochaine sera différente. Mais en tout cas, il faudra compter sur ces Pistons, même avec des Celtics à 100%, des Pacers à 100%, qui tu veux, ils seront là. Ouais, Ils seront là, et en vrai, c'est une super réussite pour eux. Donc un grand coup de chapeau, tout simplement. Voilà pour nos satisfactions. On a envoyé plein de love, plein de gros cœurs avec les doigts, plein de... Il y a des trucs qui nous ont fait kiffer cette saison, quand même. Bah oui, quand même, c'était une belle saison. Hein, en Ouais, vrai de vrai. ouais, on s'est régalé. Il se passait beaucoup de choses, mais on a kiffé. On va enchaîner avec le gros morceau, l'énorme pavé de steak, le gros rhum steak. Là, on va le pavé de découper drumstick, avec plein de trucs à manger dans ce avec pavé de la rhum sauce steak. poivre, les frites. On en parlait, c'est le début du gros pavé de rhum steak en question. Et c'est parti donc pour cette course au trophée. Non, on va juste décerner les trophées aujourd'hui. Ouais, c'est pas la course là. Non, c'est fini là. Là, c'est le podium là. Hein. C'est la Là, photo c'est le finish. moment où on met la médaille autour du cou, on serre les Exactement. paluches, Les lauriers. on repart chez soi avec la médaille. Content d'avoir gagné. Eh ben, on a hâte. Par quel Pourquoi je trophée dis on ça commence? On a hâte, t'as hâte toi? Ouais, j'ai hâte, je sais pas moi, pourquoi. j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Je suis un peu. J'avoue que je sais pas du tout qui t'a mis à droite à gauche. Je pense Et qu'on va pas être d'accord partout. Donc, Je pense pas non plus, et c'est ce qui va être intéressant à suivre pour vous, je l'espère. par quel trophée t'as envie de commencer, Louis? Dis-moi. J'ai envie de commencer par le truc qui se donne le plus de terrain, c'est-à-dire par le Coach of the Year. Ok, ça Une, me va. une course intéressante, il y a plein de coachs qui ont bien taffé. Il y en a eu des bons Il y a coachs cette 30 saison. coachs qui ont eu le temps de taffer, en tout cas, Ouais. tu l'as dit en début On en a d'émission. cité, ouais, c'est vrai qu'aucun n'a été viré, donc ils ont tous fait du bon taf finalement. C'est clair. Oui. Et du coup, mon trophée, c'est pour tout le monde. Je plaisante, évidemment. C'est pas C'est l'école pas- des fans, en fait. Vous êtes fous, quoi. Non. École des fans. J'ai 48 ans. Hein. Mon coach of the year, c'est Joe Mazzulla. Bah, on peut se serrer la main là-dessus, je pense. On serre la main, Joe Mazzulla. J'ai essayé des tatillons et tout, mais en fait, non. Je crois que c'est pas celui que t'avais mis à Non. mi-saison, non? T'avais mis. Non. J'avais mis Jordan Hodge, je crois. Ok. Parce que je voulais envoyer du love à Phoenix et tout. Et ça change pas ce que je pense. Et j'espère qu'il sera podium. Mais Mazzulla fait juste du trop bon taf et il fait juste une saison de coach of the year par définition. Ah, mais le coaching de Joe Mazzulla cette saison. Hein. On se rend pas compte en fait, je pense vraiment qu'on se rend pas compte du fait que c'est Boston et qu'ils sont très réguliers et qu'ils sont tout le temps en haut de la conférence Est. On oublie, au-delà de Tatum, que ça pour le coup on n'a pas oublié, mais juste les départs l'été dernier, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, mais tout ça additionné quand même, faut juste le souligner, c'est du putain de taf de coach Ouais. quoi. Ce qui m'impressionne le plus cette saison, pour avoir vu pas mal de matchs des Celtics, c'est la responsabilisation de son groupe. Ouais. C'est clair. Il sait exactement sur quel bouton appuyer. Les role players savent exactement quoi faire, où se mettre sur le terrain. Je vais te citer Peyton Pritchard, Neema Keita, Baylor Scheierman, Hugo Gonzalez, Jordan Walsh, Sam Hauser. Que des mecs qui sont soit des no-name, soit des gars que des nerds vont connaître, tu vois. Genre, en tout cas, c'est pas des restas, les mecs. Oui, à tu part vois. Pritchard qui a un peu fait son trou, mais voilà, ça Et reste en fait, ils ont tous contribué à un moment ou à un autre dans la saison à faire des Celtics. C'est la deuxième attaque de la ligue et la quatrième défense de la ligue. c'est exceptionnel. Hein. Et quand tu vois Hugo Gonzalez, rookie drafté en fin de premier tour, ce qu'il apporte et à quel point Joe Mazzulla lui fait confiance. Ouais. Il y a eu du Josh Minott un peu en début de saison. Ouais. Il y a eu du Anthony Simons qui a été super bien intégré à ce groupe avant d'être envoyé contre Nikola Vucevic à Chicago. Mhm. Et juste à chaque fois, le mastermind au-dessus de tout ça, qui vraiment la manière de comment. Enfin, je l'ai déjà dit, mais il sait exactement sur quel bouton appuyer à quel moment, genre. Et il sait exactement comment donner aux joueurs cette envie de se responsabiliser. Et je trouve ça dingue. C'est ça, je pense que dès le début de saison,
Il a juste dû dire dans le vestiaire, vous avez vu ce que les gens disent sur nous, bah juste à vous de me montrer que vous êtes des putains de bons joueurs interdiction NBA. de tanker, hein. Je pense que ça a été le premier à le dire. Juste ce mec veut trop gagner des matchs, fait en sorte de gagner des matchs en responsabilisant des mecs, tu l'as dit, et c'est impressionnant qu'on voit pas la différence entre des Jrue Holiday, Porzingis et tout autre joueur confirmé, avec des Baylor Scheierman, des Hugo Gonzalez, même des Luka Garza qui en vrai a bien c'est vrai, a bien remplacé Luke Cornet. Luka Garza qui fait sa meilleure saison à 3 points en carrière, alors que limite jusqu'ici il avait jamais shooté le type. C'est clair, t'as l'impression que les mecs dès qu'ils arrivent à Boston ils sont en mode allez, moi aussi je peux shooter à 3 points. C'est incroyable. Et ce qui était un espèce de running gag, ou en tout cas une conclusion hâtive, parce que première, deuxième saison, quatrième saison, Joe Mazzulla, pourcentage de victoire le plus haut de l'histoire de la NBA pour un coach. Genre. Alors c'est que 4 saisons, mais vas-y, ça te place un mec quand même. Non, c'est clair. Et surtout que quand il arrive, on se rappelle que Ime Udoka, il est renvoyé dans des conditions un peu bizarres. T'es dans un espèce d'entre-deux, tu viens de perdre la finale NBA. Ce qu'il a fait de cette équipe avec les différents groupes qui ont tourné et ce qu'il fait encore cette saison. Et en plus, pour moi, alors la petite cerise sur le gâteau de tout ça, c'est ce que j'ai dit et c'est mon image de la saison, c'est la réintégration de Tatum qui se passe parfaitement. Et ça se voit, il y a eu une conférence d'après-match, je sais plus dans quel match c'était, où Tatum a fait un match de fou au scoring et où il a pris que 5 rebonds. Et Joe Mazzulla, en conf de presse, il était en mode, il a pas pris assez de rebonds, on va travailler sur ça. Et je pense que pareil, il a ce côté où il sait comment piquer ses joueurs. Et comment, C'est ça, je pense qu'au-delà de responsabiliser les mecs, c'est juste à quel point il sait utiliser les bons mots pour garder un vestiaire, le garder concentré, motivé de bout en bout. Et juste avoir cette mentalité qui lui ressemble en fait. Je pense que son équipe lui ressemble énormément. Et encore une fois, c'est juste la patte des excellents coachs. Donc prends ton trophée, Joe, et merci. Et si je dois juste ajouter un truc, c'est que vous êtes trop énervant. Juste, cette franchise est trop énervante. C'est dégueulasse. Hein. C'est juste écurant. C'est écurant possible parce que ça va être la pire saison depuis super longtemps. On va finir 2e de l'Est. Peut-être en finale NBA. Enfin, c'est surtout quand tu penses qu'au-dessus du Mazzulla, t'as Brad Stevens. Enfin, juste cette franchise au global est trop bien gérée et c'est énervant quand tu n'es pas fan de Boston. Mais bravo à Joe Mazzulla, coach de l'année pour qui d'ailleurs avait dit qu'il trouvait ça nul que ce soit juste le coach de l'année et que c'était tout un staff qui devait être récompensé. Ben on espère que le staff de Boston sera récompensé. Avec Sam Cassell, exactement. Complètement. Non, en vrai, bravo Joe, premier lauréat. Coach de l'année unanime de Sample. Sur un panel très large. Je te propose d'enchaîner, de rester sur les joueurs, sur du banc, voilà, tout simplement. On reste sur le banc, mais plus côté joueur, avec le Six Man of the Year. Beaucoup de candidats, on avait fait un point à mi-saison, il y avait pas mal de noms qu'on avait sortis, etc. Est-ce que ton avis a changé ? Ou est-ce que tu confirmes ton vote pour Keldon Johnson, Achille ? Je confirme mon vote pour Keldon Johnson cette saison, hein, parce que à chaque fois qu'il rentre sur le terrain... il se passe quelque chose. Ouais, et je pense que les deux mecs en balance avec lui, c'était, je sais pas si pour toi c'est le cas, c'est Ray Merakes et Naz Reid, qui font tous les deux de très bonnes saisons de remplaçants. Naz Reid, on le sait depuis longtemps, Ray Merakes, c'est cool de le voir enfin trouver un rôle qui lui convient parfaitement en NBA. Mais Keldon Johnson, cette saison, c'est là où les Harper, Cassell, Wemby brillent. Lui, c'est le cœur et les poumons de cette équipe. Le glue guy par excellence. Complètement. Et en fait, la mascotte. Quand on se rappelle que de base, Keldon Johnson, c'était un mec qui devait être l'une des stars de ces Spurs-là quand il est drafté au début. Au final, il est rentré dans un nouveau rôle qui lui convient parfaitement, en fait. Tu vois, il va pas hésiter à enfoncer des mecs au poste, il va pas hésiter à dégainer et prendre ses shoots. Tu sais que quand il va rentrer, tu vas pas perdre en intensité, au contraire. Et ouais, je pense que dans la magnifique saison des Spurs et de l'apport de Dylan Harper en sortie de banc ou Luke Cornet en sortie de banc, le leader de ce banc, ça a quand même été Keldon Johnson. Complet. Et t'es obligé de mettre ça tout en haut de cette course. Hein. Je te capte, c'était mon choix à mi-saison. Je pense qu'on sous-estime à quel point il est indispensable dans tout ce collectif des Spurs, que son job ne se limite pas à une production de 14,5 rebonds qui est déjà très très bonne en sortie de banc, et que comme tu l'as dit, par rapport à tout ce qu'il représente et tout ce qu'il apporte, même dans les petits plays un petit peu qui font la différence dans des possessions, bah juste bravo à lui. À voir s'il l'a. Mon choix, moi, c'est pas Keldon Johnson, j'ai changé d'avis. Ah ouais, je me suis emballé alors qu'en fait, toi, t'es pas sur Keldon Johnson. Ouais, j'ai changé d'avis parce que, en vrai, c'est juste parce que je trouve ça... En fait, j'aime bien la trajectoire de carrière de Ray Merakes, qui est mon choix. Grosse saison rookie, hyper impressionnant, un mec qui a passé beaucoup de temps à la fac et qui arrive à NBA ready de fou. Deuxième saison un peu plus décevante pour le coup, plus en deçà.
avec un rôle qui avait bien diminué, des productions qui avaient bien baissé également. Et cette année, de le voir dans ce rôle-là qui lui convient parfaitement, dans une équipe du 8 qui franchement nous fait pas plus bander que ça, on va être sincère, clairement. Mais lui, en tout cas, je trouve ça cool. Et un 16-5-5 en sortie de banc, c'est quand même extrêmement solide. Ok, c'est propre comme stat. Ouais, donc je voulais quand même donner un petit shout-out à lui. Et puis en plus, c'est un mec de UCLA, donc voilà. Le lien d'âme entre toi et UCLA. Un gros SO à Jaime Raquez Jr. Et puis vas-y, les trophées, c'est hyper internationaux. Je veux que ce soit un Mexicain qui l'ait. Ok, je respecte. Donc Voilà. toi, ton vote va à Jaime Raquez Jr. Il va à Jaime Raquez Jr., même si Keldon Johnson ne démérite pas. Et pour moi, c'est extrêmement serré. Ouais. Voilà, je voulais donner un peu de love. Et on est d'accord que Nasrid est derrière, quoi. Ouais, pour moi, il est un peu derrière quand même. Mais il y a peut-être aussi du côté fatigue des votants qui joue. C'est vrai. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un peu en dessous de Keldon Johnson et JJJ. JJJ, c'est aussi Jaren Jackson d'ailleurs. C'est vrai. Il faudrait qu'ils jouent ensemble, ça ferait JJJ. 6J. On enchaîne avec quoi, Louis, s'il te plaît? Tu veux que je choisisse ou tu veux choisir? Je te laisse choisir là, vas-y. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec la meilleure progression de la saison? Allez. Ça te dit? Moi, je suis chaud, c'est un trophée que j'aime bien. En plus, on l'a déjà dit, mais je répète aussi ça parce que c'est vrai que c'est un trophée que je trouve plutôt cool en vrai de vrai. Il est cool ce trophée en vrai. Ça serait qui, toi, cette saison, ton MIP 2026? Sache que là aussi, j'ai changé d'avis par rapport à mi-saison. Ok, moi aussi complètement. Et j'ai choisi Jalen Duren. Ok. Jalen Duren, pour tout ce que j'ai expliqué sur Détroit déjà, évidemment. Détroit m'a encore plus impressionné depuis que Cade n'est pas là, et lui d'autant plus. C'est vraiment ça qui m'a fait pencher vers lui. C'est le côté Cade n'est pas là, et on sait à quel point leur duo et l'attraction 1-5 de Détroit est importante. Malgré ça, alors oui, Jenkins c'est exceptionnel, tu l'as dit, mais de le voir à ce point porter son équipe autant en attaque qu'en défense et continuer d'avoir une production similaire à celle qu'il a avec Cade Cunningham, ça m'impressionne vraiment énormément, au-delà du côté vraie progression visuelle, quoi. Genre juste, on en avait déjà parlé. Visuellement, c'est ouf, je suis d'accord, mais c'est ouf, quoi. C'est pas que ça. Non, clairement, mais c'est juste, offensivement, je pensais pas qu'il passerait de 11 points, je crois, à 18,9. C'est quand même insane, tu vois, j'aurais pas pensé à ça. Puis même le voir être devenu autant à l'aise balle en main, ouais, bah ouais. Poser ses petits dribbles, size up son défenseur pour tenter un move et le passer. À la passe et tout aussi, enfin juste comme tu dis, tout ce qui est balle en main en fait, il est pas gêné avec le ballon quoi. Quand il faut dribbler, faire des passes ou quoi que ce soit, et même des fois en tête de raquette ou ligne des lancers francs là, il arrive toujours à trouver soit le bon move, soit des petits mid-range qui se développent aussi par-ci par-là. Clairement, pour un joueur qui est toujours extrêmement jeune, hein, il a 22 ans je crois, ou 22-23 ans, Jalen Duren, donc c'est vraiment qu'un début de carrière. Il est déjà avec un rôle exceptionnel, avec une progression complètement folle. Je ne sais pas, c'est quoi Jalen Duren dans 5 ans, en fait, tu vois. Puis surtout que c'est un mec qui avait été drafté plutôt bas, au final. Genre, c'est pas non plus un lottery pick ou quelque chose comme ça. Et je pense, en tout cas, qu'à son arrivée en NBA, ça le voyait peut-être plus comme un... Un rim runner. Ouais, genre limite éboueur de luxe. Clairement. C'est un pick 13, en fait, Jalen Duren. Donc, c'est quand même un lottery pick, mais c'est pas non plus un top 5 de draft, quoi, tu vois. Et ouais, le joueur que ça devient, c'est assez impressionnant. Et comme tu dis... quand tu disais tout à l'heure que le futur de Détroit est brillant, c'est en grande partie aussi grâce à lui. Après, à voir cette saison, cette intersaison, ce que Détroit décide de faire avec Jalen Duren, parce que je crois qu'il est agent libre là cet été. Ouais, mais c'est restreint, donc ils pourront matcher. Ok, mais du coup, c'est un joueur max aujourd'hui, Jalen Duren en NBA? Bah, pas loin, hein. Ouais. Pas loin parce que tu mises aussi un peu sur le côté progression qu'il a eu et tu te dis à tout moment en fait ce mec continue de progresser et du coup j'ai pas de comparaison, c'est compliqué de trouver des comparaisons à Jalen Duren en vrai de vrai, genre c'est vrai, c'est assez dingue. Pivot comme ça, à l'aise balle en main, mobile de ouf, bon défenseur, faut replonger un peu à l'ancienne, des Jermaine O'Neal. Pourquoi pas, ouais, mais il a pas le shoot de Jermaine O'Neal quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu de ça. Et c'est quand même ouf pour le côté MIP en fait, au-delà de l'aspect visuel et tout, tu l'as dit, c'est un mec qui a été drafté pour son physique et pour comme tu l'as dit, ses qualités athlétiques en fait. Ouais, clairement, il était impressionnant musculairement à sa draft déjà, et au final de le voir comme ça balle en main, je le répète, ça fait 15 fois qu'on dit balle en main. Parce que ça devient un joueur de basket de plus en plus complet et je pense qu'on s'y attendait pas. Clairement pareil, c'est pour ça, c'est le côté surprise qui moi me le fait mettre numéro 1. Voilà. Je reviens un peu à cette question-là, mais est-ce que, du coup, si t'es Détroit cet été, qu'il y a une équipe, parce qu'il y a forcément une équipe qui va proposer le max à Jalen Duren cet été, tu matches? Je pense que t'es obligé quand t'es Détroit de toute façon. Donc oui, je pense qu'il faut matcher et qu'ils le feront.
Et je sais pas s'il y aura forcément une équipe qui va lui mettre le max, tu vois. Ça va, Avec la saison qu'il fait là. Ouais, mais je suis d'accord, hein, ça va s'en rapprocher. J'ai pas en tête les équipes qui auraient la place de le faire, tu vois, mais franchement. Mais clairement, ce mec, tu dois lui foutre les menottes et il doit plus bouger du Michigan, hein, clairement. Il doit juste plus bouger de là-bas. T'as qui, toi, du coup, moi, mon MIP, c'est un mec qui était pas dans mon top 3 à mi-saison, mais qui m'a complètement convaincu là sur les dernières semaines. C'est Nickel Alexander Walker. À Atlanta. Now, le cousin de Shai. Ce que je trouve ouf avec Nickel Alexander Walker, c'est que c'est un mec qui est dans sa 6e saison déjà, et que jusqu'ici, c'était pas mieux qu'un role player avec quelques missions défensives à qui on savait qu'on pouvait confier le ballon. Mais bon, les stats en carrière, c'était 8,6 points, 2,5 rebonds, 2,3 passes à 36% à 3 points, en dépassant une seule fois les 25 minutes par match. Cette saison, Nickel Alexander Walker, c'est 20,8 points. T'ajoutes à ça 3,5 rebonds et près de 4 passes décisives par match, avec 39% à 3 points. Donc c'est devenu un shooter plus que... Et avec un vrai volume en plus, donc non, clairement. Et cette année, c'est le 4e shooter à 3 points le plus prolifique de la ligue. Donc ça m'a un peu surpris quand j'ai pris le classement. Mais... Je suis d'accord, c'est assez étonnant. Et il a battu le record de 3 points marqués sur une saison à Atlanta. Et si j'ai choisi de le mettre MIP, c'est parce que j'avais vraiment envie de récompenser ce nouveau rôle et ces nouvelles perspectives données à sa carrière, alors qu'on avait l'impression qu'il s'était trouvé son rôle de mec pas flashy. Et au final, c'est devenu un vrai lieutenant à côté de Jalen Johnson, où tu te dis que limite, dans les prochaines années, si Atlanta, ça fonctionne bien, est-ce que Nickel Alexander Walker peut pas aller chercher un All-Star Game ou quelque chose comme ça, tu vois Pas impossible, hein. Franchement, cette saison-là, elle change tout dans la carrière de Nickel Alexander Walker, et c'est pour ça que c'est mon MIP, parce que on savait que c'était une bonne pioche pour Atlanta cet été. Oh, mais à ce point-là, je pense pas, tu vois. C'est vraiment un des meilleurs coups de l'été, hein, en vrai de vrai. Complètement. C'est vraiment un des meilleurs coups de l'été. Atlanta a tradé Trae Young, parce que Jalen Johnson a explosé, etc. Mais c'est aussi parce que ce mec-là a pris beaucoup de place. Ouais, et tu t'es dit que ton poste 1, en fait, tu l'avais. Et c'est un mec qui est plus complémentaire avec Jalen Johnson, parce que c'est un gars qui a moins besoin du ballon. Et qui va être plus solide en défense que Trae Young en plus. Ouais, clairement. Peut-être que du coup, à voir comment ils construiront leur effectif, mais peut-être que ça vaudrait le coup de foutre un meneur à côté avec un profil différent de Trae Young, pour que... De toute façon, ce mec-là, Alexander Walker, est bon à la création, tu l'as dit avec les stats, du coup, ce sera un parfait combo à côté d'un autre meneur, mais pour ajouter plus de menaces, qu'il a encore moins de... En fait, juste qu'il a encore plus d'opportunités d'avoir des shoots ouverts et juste être un lieutenant encore plus confirmé, quoi. Cette semaine-là, il y a eu le New York-Atlanta qui s'est fini avec 2-3 points d'écart, un match intensité playoff. Il finit, je crois, lui, à 36 points, 7 sur 11 à 3 points. Il fait un match de malade. Un match de ouf, et en fait, sur la fin de saison, et c'est pour ça qu'il a fait une remontée énorme aussi dans mon classement, c'est que sur la fin de la saison, là, en deuxième partie de saison, les matchs de malade de Nickel Alexander Walker, il n'y en a pas eu qu'un seul, tu vois. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et la manière dont il impacte le jeu et à quel point il est important dans cette deuxième partie de saison superbement bien négociée par Atlanta, juste bravo pour ça. Moi, petit mea culpa d'ailleurs sur le côté, on avait beaucoup rigolé de leur série. C'est vrai. Et en vrai, ils ont fait fermer notre gueule. Ouais, salement, parce qu'ils confirment vraiment bien, et tu l'as dit, il en est vraiment un des principaux artisans, donc je comprends ce choix, je le trouve bien. Je préfère ce choix-là que Jalen Johnson en réalité. Ouais, Jalen Johnson, c'était... En fait, c'était le tapin, mais au final, c'était plus attendu de le voir progresser. C'est ça, il avait déjà pas mal progressé la saison dernière en plus. Alors que Nickel Alexander Walker, pour moi, il arrive presque de nulle part, quoi, en fait, tu vois. C'est clair. On a deux beaux MIP en tout cas, je trouve. C'est vrai. C'est deux beaux choix, et si c'est l'un des deux, je serais hyper content. Même si c'est Alexander Walker, je serais ravi. Tu sais qu'un pick and roll Alexander Walker Jalen Duren, ça serait stylé. Hein. C'est chiant. On enchaîne avec le Deepoy, parce que je pense que ça va être assez rapidement réglé cette affaire. Comme ça, on enchaîne. On s'arrête pas. Le Deepoy, c'est quoi? La défense, des joueurs qui défendent. Et il y en a un, c'est le meilleur de tous. Et il y en a un. C'est qui ton Deepoy, Louis? Moi, c'est un mec. En fait, il n'y a pas grand chose qui pourrait l'empêcher d'être Deepoy. À part les matchs, quoi. Et c'est ça. Et on espère qu'il lui manquera pas les matchs. C'était un running gag, mais là. Avec la blessure aux côtes. Ça va se jouer à peu de choses. Mais je croise les doigts et je pense qu'il sera là pour au moins jouer un des deux matchs, parce que c'est un ou deux qui doit jouer. Non, c'est un match qui doit encore jouer, au-dessus des 15 minutes. Je pense qu'il le fera. C'est bien entendu Victor Wembanyama dont on parle. Évidemment.
Je pense que il y a pas de discussion possible en fait. C'est compliqué, ouais. C'est devenu limite un running gag et t'as peut-être des gens qui vont nous dire les gars prenez pas non plus ça pour acquis, mais en fait gros si Victor Wembanyama il est sur 2 jambes toute la saison, C'est lui. qu'il est éligible, c'est le meilleur défenseur de l'année genre. Bah ouais. Et on va pas encore une fois détailler pourquoi. Je vais juste te poser une question. Si Victor joue pas sur la fin de la saison là, un des 3 matchs qui restent aux Spurs, ça serait qui ton défenseur de l'année? Bah, dans ce cas-là, je reste sur mon choix de mi-saison, et ce serait Chet Holmgren. Ok. Que j'ai envie de récompenser parce que, effectivement, OKC a une défense collective exceptionnelle aussi. Meilleur de la ligue, hein. Une défense all-time. La meilleure de la ligue, oui. Mais je pense qu'avec les blessures qu'ils ont eu cette année, etc., c'était quand même pas donné de garder à ce niveau-là. Et surtout, on utilise beaucoup ce terme-là aussi, mais c'est vraiment le symbole de leur défense, vraiment leur ancre défensive, littéralement. Et c'est juste qu'il y a plein de freaks maintenant dans la raquette qui prennent de la place et qui sont forts comme ça. En vrai, des mecs aussi forts que Chet, il y en a très peu. Il y en a un, en réalité, non, avec un profil similaire. Et on l'a cité juste avant. Donc non, je l'aurais donné à lui. Plein d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir aussi, mais je sais pas. Je pense que Chet, si Wemby manquerait Encore une fois, ouais, autant c'est de si matchs, Wemby manque les matchs. voilà, Hein, ce serait cool de voir le remporter ce trophée-là. En tout cas, ce serait mérité, quoi, à mon avis. Moi, j'avoue que j'ai changé. C'est plus Chet qui est deuxième dans ma course. Je mettrais Rudy Gobert, en vrai de vrai. Tout simplement parce que j'ai l'impression que Rudy Gobert fait de Minnesota une défense pertinente et consistante, alors qu'il a moins d'armes à côté de lui pour mettre en place cette défense. C'est-à-dire qu'à part Jaden McDaniels à Minnesota, qui défend? Mon gars, pas grand monde, tu vois. Alors que Chet Holmgren, il a du Caruso, il a du Kayson Wallace, il a du Lou Dort, il a du Jalen Williams quand il est là, du Shea. Et c'est en ça que Rudy Gobert m'impressionne plus, parce que en Loki, encore une fois, cette saison, la saison défensive de Rudy Gobert... C'est très très fort. Non, c'est clair, t'as raison, il a plus de responsabilités et plus de... En fait, leur défense dépend plus de lui que Chet avec OKC, ça c'est une réalité. Et c'est vrai que cette année, je le trouvais encore plus en forme que l'année dernière, notamment. Parce que peut-être qu'on le voit plus aussi, qu'il y avait plus besoin. Mais bon, il y a eu l'action sur KD, là, sur les switches et tout. Et l'action de KD, je pense que son dossier manquait d'une image comme ça. Ouais. Et cette image-là, sur la fin de la saison aussi, vient cimenter un peu tout ça, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu switches Gobert, c'est pas facile non plus, quoi. Faut arrêter de croire que tu l'emmènes au large et tu le fais danser. Il y a pas grand monde qui peut faire ça non plus. Ouais. Donc, Et puis dans un monde de Rudy Gobert, un autre deep boy dans sa carrière, que ce soit cette année ou une année à venir, ce serait le mec le plus titré, je crois. Je crois que ce serait le mec avec le plus de deep boy. Parce qu'il avait égalisé Ben Wallace avec 4. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Fou en fait. Et juste en fait, la défense au NBA qui est un truc de ses francs. Hein, les Américains lâchent ça. Parce qu'en fait, ça, ouais. En fait, on a un défenseur all-time qui est sur la fin et t'as le futur meilleur défenseur de tous les temps, si tout se passe bien, encore une fois. On te dit pas, qui arrive. Donc voilà. Et derrière, t'auras Alex aussi qui sera deuxième toutes les saisons en plus. C'est clair. L'année où Wemby jouera pas assez de matchs, Alex prendra le trophée parce qu'il faut qu'il reste quand même en France le trophée, quoi. Mais bon, à part les matchs, il y a pas grand chose qui peut empêcher Wemby de prendre ce trophée. Non, c'est ça. C'est son trophée. Et encore une fois, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, quoi? Les matchs. Ouais, c'est vrai. Peut-être les matchs. On enchaîne? On passe à quoi? On passe au rookie de l'année? Allez, au rookie de l'année, il y a plus de débats, je pense. Est-ce que ce serait pas le trophée qui fait le plus débat cette saison? Ouais, c'est vrai qu'il y a le MVP quand même, c'est... Ouais, mais... En tout cas, il fait couler beaucoup d'encre le débat du Roy, parce que c'est... On va pas se mentir, on va pas faire plus de suspense, c'est 2 joueurs en particulier qui juste font péter des câbles à tout le monde tous les soirs, à juste titre. Historique, parce que je pense que VJ Edgecombe, qui est le 3e de cette course, serait rookie de l'année dans 90% des classes de draft, en fait. Mais juste cette saison, que ce soit Con Knuppel ou Cooper Flag, du coup, je sais pas qui t'as choisi, mais 2 rookies historiques, c'est lequel que t'as mis tout en haut, toi, de cette course de rookie de l'année? Eh ben, j'ai beaucoup hésité, c'était vraiment pas facile. Pour le coup, c'est vraiment le trophée sur lequel j'ai été le plus en cogite, et j'ai finalement décidé de le donner à Cooper Flag. Ok. Pour le côté plus impressionnant, peut-être moins régulier que Con Knuppel, c'était vraiment ça, c'était ce côté... Eh ben, écoute. Qu'est-ce que je mets le plus dans la balance? Le côté vraiment, il m'a choqué, même si Con Knuppel m'a choqué aussi, tu vois, mais genre, le côté choquant ou le côté régularité? Moi, mon rookie de l'année, c'est Con Knuppel, et il l'est parce qu'il a été plus régulier que Cooper Flag. Ouais, j'entends. Mais est-ce que c'est les 2 matchs-là de Cooper Flag, le 50 points into 46 points, qui te le font mettre rookie, ou sans ça, il était quand même rookie de l'année chez toi? Sans ça, j'aurais plus réfléchi, mais je pense que je l'aurais mis quand même. Sincèrement, je pense que je l'aurais mis quand même parce qu'il y avait quand même déjà des images de ouf avant ces 2 matchs, en réalité. C'est juste que c'est plus disséminé que Con Knuppel qui a été plus régulier, tu l'as dit.
Mais il y a quand même eu beaucoup d'images. En fait, moi, j'avoue que, évidemment, Conor Knuckle, j'attendais pas du tout à ce niveau-là. La surprise, elle est encore plus grande, évidemment. Mais Cooper Flag, j'avoue que je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit aussi fort et impactant. Il y a tout un contexte à Dallas qui a fait que il a eu la place de s'exprimer à 100%. Mais malgré ça, ce côté hyper dominant des deux côtés du terrain et ce côté aussi fort à la création aussi, ce côté quand il met son premier pas et qu'il attaque le cercle, compliqué de l'arrêter. En fait, je m'attendais pas à une panoplie comme ça, tu vois. Les qualités athlétiques, on les connaît, on Voilà. sait que ça va être un mode défensif, on sait que sur pénétration, une fois que l'épaule est passée, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est son shoot en vrai de vrai. Et sa manière d'aller chercher ses spots, sa manière de tenter ses petits sidesteps à 3 points, que mine de rien, c'est un geste qu'il maîtrise déjà pas mal. Et la panoplie, au final, elle est beaucoup plus complète que ce que j'imaginais quand il arrive en NBA. Ouais, moi aussi. Et le QI basket, moi, m'impressionne aussi énormément en vrai de vrai. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Cooper Flag. Maintenant, si Conor Knuckle là, je serais trop content parce que franchement, j'ai beaucoup hésité et que j'adore le joueur, quoi. Donc je te laisserai en parler plus que ça, mais 2 rookies de ouf et 2 coéquipiers, donc belle histoire aussi. C'est vrai, 2 même anciens roommates à Duke. Ouais. Genre, ils dormaient ensemble dans la même chambre. Vraiment des buddies, quoi. Moi, j'avoue que j'ai choisi Conor Knuckle parce que tu l'as dit et je suis complètement d'accord avec ça. Cooper Flag, c'est un rookie historique cette saison. Il a dépoussiéré des trucs qui dataient de Wilt. Je crois que c'est le mec le plus jeune à marquer 96 points sur 2 matchs depuis Wilt, des trucs comme ça. Mais je trouve Conor Knuckle encore plus historique dans une ligue qui est désormais surdominée par le 3 points. Le mec est arrivé, il en a mis jusqu'ici là 265 cette saison. C'est le plus de 3 points rentrés pour un rookie sur une saison dans l'histoire de la NBA. C'est le plus de 3 points sur une saison chez les Hornets. Et c'est donc le plus de 3 points de toute la ligue cette saison, sachant que, j'ai vérifié, c'est au coude à coude avec Jamal Murray, le meilleur pourcentage à 3 points sur le top 48. Donc, il y a le volume et il y a l'efficacité qui va avec. Et c'est pas qu'un shooter en plus, le mec. On l'a dit tout à l'heure, il a apporté de la rigueur à cette équipe des Hornets. Il se cache pas, il a pas peur, il est capable de prendre ses responsabilités balle en main un peu. Balle en main, c'est pas dégueu. Hein. Complètement, il a un peu de playmaking et tout. Il faudrait qu'il rajoute un petit peu de défense, mais vas-y, c'est qu'un rookie. Et moi, c'est vraiment ce côté-là où le côté, il a participé à faire changer de dimension une franchise et à en faire l'une des franchises les plus kiffantes de la saison. Et le côté plus call time à 3 points me le font mettre devant Cooper Flag au final. Je comprends, ça s'entend. C'est vraiment des arguments béton pour le coup. Donc, je n'ai pas de contredire là-dessus. Je suis d'accord. Et si là, ça serait grave. Ça va être très serré. Hein. Ouais, je pense franchement, que ça va être serré. Il y a 2-3 trophées qu'on a fait là. Je suis plus ou moins certain que ça va être les gars qu'on a dit, tu vois. Ouais. Là, le rookie, l'un ou l'autre, ça va être super serré. J'ai même vu des trucs commencer à sortir sur les réseaux quand il le donne à Jason Kidd et Grant Hill ensemble. Je sais pas si la NBA ferait encore ça aujourd'hui, mais ça pourrait être stylé. Encore une fois, pour l'histoire en plus, les 2 anciens roommates et teammates qui prennent le rookie de l'année ensemble. Mais bon, maintenant que c'est un panel de votants et tout, est-ce que c'est aussi possible? Je sais pas. Ouais, mais vu que là il y a une histoire, ça ferait sens, quoi. Mais bon, j'ai du mal à l'imaginer malgré tout. Adam Silver n'aime pas ce spectacle-là. Il déteste ça. Il préfère autre chose. Il veut que les joueurs s'entretuent. Comme du Mazzola. Non, big SO à nos 2 rookies. Ouais. En tout cas, j'aime trop faire des shootouts aujourd'hui. Mais en même temps, la saison de Cooper Flag, la saison de Conor Knuckle, les rookies que c'est. Ouais. Et derrière des VGH Comp, des Dylan Harper en l'air. C'est ça. Des Ace Bailey sur les murs. Laisse tomber, frère. Des Jeremiah Fierce qui a fait une grosse nuit aussi là l'année dernière. Bref, une classe de rookie de ouf, on en a parlé il y a quelques jours. Allez, écoutez ça. Épisode 6 dispo. Mais en tout cas, on a hâte de voir les deux s'affronter encore pendant des années. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce duel-là de Buddy là. Cette saison, à chaque fois qu'ils se sont croisés, popcorn. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, Achille, on va arrêter de tourner autour du pot. Je crois que tout le monde attend le trophée en 3 lettres. Le clutch player de la saison. C'est vrai qu'on donne jamais ce trophée vu qu'il a très peu de buzz pour l'instant. Le general manager de la saison. Le teammates of the year, c'est celui-là dont je parle. Mais tu sais que le clutch player, il est présenté comme dans les trophées principaux, comme les autres. Hein. Donc ils veulent lui donner l'importance qu'ont les autres. Donc on verra dans quelques années. Mais en tout cas, le clutch player of the year, c'est hyper compliqué de savoir qui c'est chez Gilgeous-Alexander. On peut passer au MVP. On passe au MVP. Bon, cette course MVP, pareil, elle a beaucoup fait parler. Il y a beaucoup de candidats.
J'ai beaucoup de déceptions aussi par rapport à des joueurs qui pourront pas être éligibles. On pense évidemment à Luka Doncic, qui... Il sera pas éligible, du coup, ça n'est pas nos MVP. Moi, je le dis, avant sa blessure, c'était mon MVP. Luka. C'est vrai ? Ouais. Ok. Genre, vraiment, je voulais venir ici ce soir et dire que Luka était mon MVP, parce que j'ai pas envie non plus qu'on passe trop de temps dessus, mais régularité au scoring toute la saison, avec la deuxième partie, amener ces Lakers en troisième place de l'Ouest, alors que tout le monde les voyait un peu comme les vasieux de la conférence Ouest, c'était mon MVP, dégoûté pour la blessure. Et l'histoire voilà. était dingue. Mais il aura d'autres occasions de l'avoir. Ça fait beaucoup d'années qu'on dit ça, mais je reste persuadé qu'il l'aura, son MVP Luka. C'est juste un peu dégueulasse le côté 64 matchs, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il aurait été récompensé par les votants quand même? Je sais pas. Ouais, mais j'aurais quand même bien aimé le voir, parce qu'il aurait été top 3, tu vois, donc j'aurais kiffé le voir top 3 malgré tout. Enfin bon, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir juste sortir les couteaux et s'entretuer. C'est faux, je pense qu'on va être d'accord en plus. Parce que si on fait ça, on pourra pas publier le podcast en plus. En plus, ce serait dommage. Ouais. Et puis Arthur, il va juste s'inquiéter, il va venir chez moi voir un bain de sang. C'est qui ton MVP cette saison, Louis? Moi, MVP cette saison, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, je suis choqué. Ouais, je l'ai mis. T'as mis Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, putain, je m'attendais à venir ici débattre pendant 45 minutes. Parce que c'est aussi mon MVP, mais je pensais que t'allais mettre Jokic, tu vois. Ouais, je l'ai beaucoup défendu il y a quelques semaines, et je continue de penser que il le volerait pas, son MVP. Est-ce qu'on n'est pas sur Jokic est le meilleur joueur du monde, en vrai de vrai, de basket, mais Shai est le MVP? Ouais, je crois. Hein. Même si c'est un peu bateau comme conclusion, mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Bah, en fait, déjà, sans parler du côté record, parce que ça, c'est une belle perf et un beau milestone. Moi, c'est plus le côté enchaînement de certaines perfs qui m'ont choqué, notamment les 2 game winners, là, les step back à 3 points. Il y en a 3 même, je crois. 3 en tout dans la saison et quasi 2 d'affilée à un moment. Ça m'a vraiment beaucoup impacté. C'est simple, c'est le joueur avec le plus de points dans le clutch cette saison, là, 175. Donc non, une efficacité, une régularité, tu l'as dit quand on a parlé il y a quelques semaines, et pour le coup, je me suis un peu plus attardé dessus là ces derniers temps, et t'as grave raison, il a quand même progressé. Mine de rien, je sous-estimais un peu ce côté-là. Mais tu sais que t'as un peu, en début de ton argumentaire, balayé de la main le record, mais je trouve que ça cimente la constance de ce mec. C'est-à-dire que tous les soirs, il se pointe sur le terrain, tarif minimum, c'est 20 points, en fait, tu vois. Et avoir une telle constance, c'est all-time, en fait, juste quand t'as des stats comme ça qui parlent au niveau régularité et constance, bah, c'est un argument de poids pour le MVP, effectivement, quoi. Donc, puis, meilleur joueur de la meilleure équipe. C'est ça. Cette meilleure équipe, malgré le fait qu'il joue les 3 quarts de la saison sans son lieutenant, c'est ça aussi. Jalen Williams. Ça joue beaucoup. Il y a eu pas que la blessure de Jalen Williams cette saison, il y a eu pas mal de petits pépins physiques côté Thunder. Tous les soirs, il était là pour... Il a eu son petit pépin physique aussi, Shai, et en plus, il en est super bien revenu. Ouais. Et tous les soirs, il était là pour planter minimum 20 points, voire 35 dans les grosses soirées. Je mettais en avant le fait quand les Spurs faisaient leur gros push là à un moment et qu'ils étaient en train de devenir le vrai contender, enfin en tout cas devenir une équipe très sérieuse pour le titre. On avait fait un apéro. Matrixé. Nos darons nous ont juste matrixé. C'est fou. On avait fait un podcast pour en parler. Et j'avais bien mis en avant le fait que le Thunder avait tout intérêt à appuyer sur la pédale et à cimenter le fait que c'était la meilleure équipe. Et Shai l'a fait. En grande partie, ouais, complètement. Je me rappelle qu'on a regardé un match ici aussi où il était en difficulté. Bah, c'était le match après le record contre Minnesota. En difficulté avec son shoot. Il a distribué le ballon, il a été chercher les bons joueurs au bon moment. Juste trop smart, ce mec. Et il a même progressé en fait dans le playmaking, tu vois. Les choix et tout, enfin... Le mot omniscient, encore une fois, mais c'est vrai que ça le définit de ouf. Et pour le coup, sur sa qualité de choix et de tempo le jeu est très très lent et je fais ce que je veux et je vais marquer mes points parce que peu importe quand dans le match, mais je vais les mettre mes points. Mon spot, il est là et je vais y aller n'importe quel. Tu peux envoyer toute ta défense sur moi, le spot, je vais aller le chercher, je vais mettre le shoot. Et puis c'est con parce que vous me défendez super bien pendant 3 quarts temps et demi, mais le 4e quart temps, en fait, je mets plein de paniers en fait et c'est moi qui fais gagner le match à mon équipe. Donc c'est trop impactant. Cette saison en NBA, il personnifie l'excellence. Genre vraiment, c'est le joueur le plus excellent de la ligue. Là où encore une fois, Jokic, meilleur rebondeur, meilleur passeur, pivot, alors que le mec, c'est du jamais vu ce qu'il fait. C'est le meilleur joueur du monde, mais le MVP, c'est Shai parce que c'est trop constant.
Et les stats, au final, c'est quoi? T'as 31,5 points à 55% au tir, t'as 38% à 3 points, 89% au lancer, tu rajoutes 4,4 rebonds, 6,5 passes. C'est un joueur qui, en défense, fait plus que le boulot. Qu'est-ce que tu veux dire, gros? Ça va faire le back-to-back MVP. Monstre, back-to-back MVP. Et s'il y a un back-to-back titre à la fin, on va avoir des discussions qui vont être... qui vont commencer à causer. À piquer. Mais en vrai, pour le coup, petite info que je donne en plus. Pas une info d'ailleurs, juste une nuance que j'apporte, évidemment. Tu nous donnes une info, là, t'as une inside, genre. J'ai une inside, les gars, j'ai eu Jokic au téléphone, il est super vénère que je l'ai pas choisi. Il est vraiment en mode draft, fresh. C'est pas bien de faire ça. Non, mais... C'était une blague, hein. On respecte la culture Balkan. Non, mais Jokic, pour le coup... on s'enfonce. Ouais. Jokic, pour le coup, s'ils avaient fini deuxième, les Nuggets, avec un bilan plus proche de celui d'OKC... Je te capte. J'aurais plus considéré Nicolas, et je l'aurais même, je pense, foutu MVP parce que... je te capte. Ouais. Mais après, là où on parle des blessures pour OKC, ils ont pas été en reste Denver mais clairement, aussi en termes de blessures. Pour le coup, Denver, je reste convaincu qu'avec plus de continuité, ils auraient pas fait cette saison. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Le fait que Jokic ne finisse pas aussi haut au classement, ça donne une impression de parfois pédaler dans la semoule un peu, tu vois. C'est-à-dire un truc un peu forcé des fois, alors que Shai... tout est valuable en fait, tu vois, genre... En fait, je trouve ça me fait un peu penser à une époque, genre 2018 par exemple, où Curry n'est pas MVP, mais genre t'as Curry qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue, qui juste magnifie absolument tout et qui est à ce moment-là... pareil, juste un MVP et LeBron est le meilleur joueur du monde, un peu comme là Jokic et Shai, et t'as LeBron qui juste porte à bout de bras des équipes des Cavs qui sont beaucoup moins fortes et qui du coup c'est hyper impactant. Mais Jokic avait un peu ça aussi dans les moments où il y avait beaucoup de blessés justement, des moments où les Nuggets se maintenaient à un niveau plutôt bon sans être excellent, et en fait c'était en grande partie parce que ce mec juste rend tout le monde meilleur, on l'a déjà dit, et porte son équipe de ouf. Mais du coup quand j'étais jeune, j'étais grave impacté par ça. Aussi, le fait de porter son équipe à bout de bras et tout. Ouais, normal. Parce que c'est des belles histoires et tout. Bon, Jokic, c'est quand même moins abusé que LeBron, mais bref. Mais là, j'avoue que le côté meilleur joueur de la meilleure équipe avec autant de choses qui parlent pour lui, en fait, autant de pourcentage, de matchs références, de grosses perfs, d'images, en fait. Ouais, d'images. Genre vraiment, la bibliothèque d'images, elle est remplie cette année pour Shai aussi, tu vois. Ouais. Genre, Jokic, chaque année, il y a des trucs fous aussi. Mais, dont le game winner à Denver, en plus. C'est vrai. Enfin, contre Denver, je pense contre Denver, mais contre Denver. Dans un match complètement dingue. Au final, il y a que les Spurs qui n'ont pas réussi à Shai cette saison, sinon toutes les autres équipes de ligue, ils se les aient faites, quoi, tu vois. C'est clair. Donc non, il mérite son deuxième MVP. Et... Plus de surcroît, c'est le joueur le plus stylé de la ligue en plus. Même si c'est un peu tapine de le dire, mais là, il y a encore des images survêt de l'Atlético. Tu le mets, t'as l'air d'un électricien, frère. Lui, il pull up ça. Et en plus, il le fait. L'Atlético tape le Barça ce soir 2-0, quoi. Il venait de récupérer un maillot du Real. En plus, il en a rien à foutre. Hein, All my life is consistent. All my life is consistent. Et juste pour la coach, il mérite ce MVP. Bravo Shai pour la saison. Hein. On a hâte de voir cette course dans les prochaines années avec Luka qui va revenir en force, avec Jokic qui sera toujours à ce niveau-là. Pour combien de temps en vrai? Ouais, mais qu'est-ce qu'il va encore inventer aussi? C'est ça le truc, parce que moi je l'ai dit il y a quelques semaines et je le pense encore, et je trouve qu'il a encore progressé sur des aspects. Je suis d'accord. Peut-être que la saison prochaine il sera meilleur marqueur, meilleur passeur, meilleur rebondeur de la ligue. et dans ce cas-là, il sera MVP unanime. Mais non, bravo, parce que Shai aura 33 points de moyenne à 60% de tir gros. S'il monte encore les pourcentages, Shai par contre, vas-y, ça va commencer à devenir. En fait, il a augmenté les pourcentages à 3 points, il est capable de les augmenter encore la saison prochaine. Il va juste faire son 50-40-90 qu'il a jamais vraiment fait, et ce qui sera important pour lui. En vrai, sur quoi il pourrait progresser de plus, Shai, individuellement? Peut-être être encore plus flashy au pass. Quand je dis flashy, c'est avoir un chiffre un peu plus ronflant que 6,5, tu vois. Mais cette équipe du Thunder est tellement... Enfin, a une motion offense super collective avec pas mal de mecs qui distribuent et tout. Donc, c'est pas aussi ce qu'attend Marc Daigneault, je pense, de Shai, tu vois. Ouais. Ok. Non, écoute. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Le MVP, il va sûrement le prendre si derrière le Thunder fait le back-to-back MVP et back-to-back titre. Waouh! Ouais, non, c'est exceptionnel. Michael Jordan, mets-toi sur le côté, s'il te plaît.
Non, mais moi, je le redis, j'ai vraiment trop hâte de voir l'année prochaine la course MVP, voir comment Shea va essayer de le garder à la maison, parce que je pense que le trophée, il y tient quand même. Après 2, c'est énorme, et voilà. Mais bon, je pense qu'il sera toujours dans la course, évidemment. Ouais. Que t'as Luka qui va être tout énervé encore une fois, que t'as Wemby qui va avoir le seum de ne pas l'avoir cette année, parce qu'il a bien fait campagne quand même, et qu'évidemment, il l'aura pas. Mais en tout cas, il a son Deepoy, et du coup, il sera content. Parce que quand est-ce que les Américains vont s'énerver? Parce que c'est clair. Il y avait Jokic, Jokic Shai, et le nouveau venu dans la course, au-delà de Doncic qui est là depuis toujours, en fait, c'est Wemby, quoi. C'est encore un Européen, c'est pas un Américain. On comptait un peu sur Anthony Edwards. Après, genre là, c'est quoi? C'est Jalen Brown aujourd'hui, l'Américain le plus proche d'être MVP cette saison. Il est quoi? Ouais. 5e de la course, du coup. Wow, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est clair. C'est chaud. Hein. Là, c'est la 9e saison d'affilée où il y aura un MVP qui serait pas américain. Ouais. 9 saisons d'affilée, c'est commence à être. C'est ouf. C'est une vraie tendance. Et voilà. C'est même plus qu'une tendance en fait. Genre, c'est juste limite une règle. Ouais. C'est un trophée Global Game. C'est tout. Donnez-nous vos avis en commentaire sur toutes ces courses, sur le MVP. N'hésitez pas à nous dire qui est votre MVP, qui est votre rookie de l'année. C'est hyper intéressant d'en débattre avec vous, donc on a hâte de voir vos avis. Et en tout cas, vous l'avez vu, on est quand même pas mal d'accord avec Achille. Je te propose qu'on passe au Garbage Time. Garbage Time. Ça pue de la merde ou quoi? Garbage Time, déception de la saison. On a fait les satisfactions, on a donné beaucoup de love pour les trophées également. Là, c'est le moment de parler des choses qui fâchent un peu plus, des choses qui juste nous font chier. On va parler clairement, ça nous a fait chier cette année. Qu'est-ce qui t'a fait chier cette année? J'ai des trucs qui m'ont un peu fait chier cette année, mais il y a une équipe qui m'a vraiment fâché, et c'est ma plus grosse déception de la saison, c'est les Grizzlies. Ok. Je suis dégoûté de la saison des Grizzlies et de surcroît de la saison de Ja Morant qui est intimement liée à cette saison collective des Grizzlies. Je suis content parce que j'ai failli les prendre et je me suis dit que tu vas les prendre. Gros, en fait, on en est où? Memphis aujourd'hui, il y a 3 saisons, c'est un truc qui a été dit plusieurs fois, mais il y a 3 saisons, c'était 51-31, Memphis, deuxième de l'Ouest. Ouais. Ils ont fait 2 fois deuxième de l'Ouest d'affilée, je crois. Peut-être, ouais. Je crois qu'ils ont fait ça. Une équipe bâtie autour de Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Steven Adams, Dylan Brooks, sur le banc des mecs comme Tyus Jones, Luke Kennard, Brandon Clark. Kiffante, hein. 3 ans plus tard, t'es la 26e défense de la ligue, la 22e attaque de la ligue, et t'es dans le bottom de l'Ouest, et t'es reparti pour développer des jeunes, alors que t'étais arrivé en haut de la NBA en développant tes jeunes. Juste à détruire un projet en quelques années, en essayant de t'ajuster, etc., avec les affaires de Ja Morant, les histoires de santé aussi de Ja et même de Jaren Jackson, etc. Je trouve qu'ils ont... En fait, ils ont vite paniqué par rapport à tout ça, j'ai l'impression. Et surtout que je pense qu'ils n'ont pas mis les bonnes personnes en place au bon endroit. Ouais. Et que ce qui précipite la chute d'un Ja Morant qui va être tradé cet été, on verra contre quoi, mais ça sent pas bon. Mais même, genre, je trouve ça dingue d'être Memphis, d'être une franchise qui, historiquement, n'attire pas des joueurs comme le joueur qu'est Ja Morant. T'as récupéré ce mec-là à la draft. Il a fait un écart gravissime. Tout le monde lui est tombé dessus et a raison sur les réseaux sociaux. Il a fait cet écart-là. Il a eu une blessure. T'as plus aucune confiance en lui. Et normalement, c'est pas comme ça que t'es censé... traiter le genre de mec qui passe tous les 15 ans dans ta franchise, gros, quoi. C'est trop bizarre. Et cette saison de Ja Morant, c'était le plus petit temps de jeu de toute sa carrière. Et je comprends pas comment t'en arrives à utiliser ce mec-là comme ça, en fait. Bah ouais. Vraiment, comment t'en arrives à perdre autant de confiance dans ce gars-là. Et c'est le symbole de ce projet Grizzlies qui s'est complètement effrité, tu vois. C'est terrible. T'as Ja Morant, tu l'utilises pas en pick and roll. T'as Ja Morant, tu le laisses un peu loin du ballon par moment. Tu le responsabilises pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec Chuma Cizalo et Ja Morant, mais vraiment, les deux, ça ne passe pas. Et même, je pense que le management a baissé les bras sur lui. Et je trouve ça vraiment dommage. Et ils vont le regretter, je pense. Je pense qu'ils vont le regretter. Il a besoin de retrouver un environnement qui lui fait confiance. Un environnement qui le responsabilise et qui en fait le meneur que ça doit être aujourd'hui, c'est-à-dire un mec indéfendable sur pick and roll. Il a perdu un peu en explosivité, mine de rien, quand même. Mais je trouve que c'est un mec qui a tellement de talent il saura se réinventer. Et j'ai une stat qui est un peu encourageante, c'est que malgré le fait que ce soit ses plus petits totaux de minutes en carrière, c'est sa plus grosse saison à la passe. Cette saison de Ja Morant avec 8,1 passes par match. Ouais, c'est propre. Donc ça veut dire que c'est un gars qui
il a pas tout perdu de son talent, tu vois. Non. Ok, il y a plus les dunks de malade comme il y avait il y a 3-4 saisons ou des contres venus d'un autre monde. Moi je pense que c'est vraiment beaucoup une question de confiance. Tu penses que c'est que la confiance? Pas que, je pense qu'il y a aussi des questions physiques et que cette année on l'a encore vu, il était encore embêté, tu vois. Mais je pense qu'encore une fois, une bonne prépa, un environnement sain, un coaching staff qui lui fait confiance, des coéquipiers qui lui font confiance. Et je pense que ça peut redevenir le joueur que c'était, à peu de choses près en tout cas. Et il y a eu le trade de Jaren Jackson Jr. À Utah. Il y a eu le trade de Desmond Bane pendant l'été. Ouais. C'est des joueurs que tu as draftés, je le rappelle quand même. Hein. J'ai fait un peu le bilan de ce que tu as récupéré au final contre Steven Adams, Dylan Brooks, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. Tu as récupéré le contrat expirant de Victor Oladipo à l'époque, contre Steven Adams, et 3 seconds tours de draft. Dylan Brooks, il part libre. Desmond Bane, c'est KCP, Cole Anthony et 4 premiers tours de draft. Et JJJ, c'est 3 premiers tours de draft. Walter Clayton, George Niang, Kyle Anderson, qui n'est même plus là, et Tyler Hendricks. Et globalement, en fait, t'as récupéré un capital de draft plus que sympathique. Genre, bravo, c'est bien. Ouais. Encore faut-il bien drafter. Et surtout, tu venais de bien drafter, gros. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Bah, juste parce que là, à ce moment-là, vu la saison que... la tournure des événements, c'est la suite logique, mais... c'est devenu une suite logique parce qu'ils ont tout foutu en l'air, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'impression qu'on en a. Maintenant, c'est l'équipe de... Avec tout le respect que j'ai pour ces mecs-là, en plus je trouve que c'est des bons joueurs, mais c'est l'équipe de Cedric Howard, Jalen Wells et Zach Edey. Ty Jerome, s'il te plaît, quand même. Et t'es juste reparti pour 2, 3, 4 saisons de développement de jeunes et espérer que t'es une star qui sort du lot. Et c'est triste. Ouais, c'est triste. En tout cas, pour les fans des Grizzlies, beaucoup de love parce que putain. Je sais pas pourquoi j'ai fait le serpent à l'instant. Mais ouais, ça en fait ma plus grosse déception de la saison parce qu'en plus, c'est pour ça que c'est aussi ma plus grosse déception de la saison, c'est qu'avec le retour de Ja Morant, j'étais hype pour les Grizzlies cette année. Je les avais mis, je crois, même top 4 dans mon classement en début de saison quand on avait fait la preview ensemble. Et au final, tu finis 12e, ou tu vas finir 12 ou 13e de la conférence Ouest avec une attaque et une défense complètement pourries, quoi, et c'est triste. Ouais, bah comme t'as dit, tu vas juste reperdre du temps et t'es passé d'un des projets les plus sexy de la ligue, un des young core les plus dingues de la ligue, à plus rien, et on reconstruit, et c'est bien dommage. Mais bravo en tout cas pour le record NBA de tirs à 3 points rentrés dans un match cette semaine. C'est vrai ça. Ils ont quand même égalisé avec 29 tirs à 3 points rentrés contre les Cavs, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais ils ont perdu quand même. Ils ont perdu. Ouais. 142-126. Waouh. mais ils ont quand même égalisé avec les Celtics de 2024 et les Bucks de 2021, je crois. C'est terrifiant. Bref, c'est juste une stat que j'ai trouvé hyper drôle. C'est hilarant en vrai. C'est hilarant parce que, vas-y, c'est logique, mais tu te rends compte à quel point même des équipes aussi pourries, en vrai de vrai, sont capables aujourd'hui de prendre feu à 3 points et que même des no-name d'un fin fond de bande, de fin fond de la conférence Ouest, en fait, c'est des shooters. Il y a genre Adam Abal, le français de la Sarthe, coucou à Tom, qui a mis plus de 20 points et qui a mis beaucoup de tirs à temps pendant ce match-là. Tu vois, il y avait plein de joueurs comme ça qui ont pris feu. T'es en mode, ok. C'est Cam Spencer qui est à Memphis? Ouais. Pat Spencer, c'est Golden State? Aucune idée en vrai. Je confonds les deux. Mais normal en vrai de vrai. Mais ouais, bref, le Spencer des Grizzlies aussi qui a fait un gros match. Le Spencer des Grizzlies, c'est Cam Spencer. Ok. Ah, Memphis. Ouais, bah, je te comprends pour la déception. Voilà. En plus, en fait, on aimait bien cette équipe, on aime beaucoup Ja Morant. Bah ouais. Donc forcément. Mais même Jaren Jackson Jr., c'est un mec que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. C'est un deep boy quand même, on rappelle. Hein. Ouais. Moi, je reste dans le même thème que toi pour la déception. Et sur une équipe qui m'a aussi bien fait chier, sur laquelle on dort beaucoup et qu'on oublie. À quel point c'est catastrophique, mais il faut en parler, parce que pareil, il y a des gens qui souffrent derrière, et beaucoup de gens qui souffrent derrière, c'est les Bulls. Ouais. C'est les Bulls qui nous ont habitués à être le ventre mou de la conférence Est, d'être play-in ou pas loin. C'est encore le cas, ils sont 12e cette année de la conférence Est, la place du con, hein, comme souvent avec Chicago, et en fait, comparé aux autres années, ça a bougé, ça a beaucoup bougé, même cette année à Chicago. Et en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup souri quand tu parlais de ce qu'ils ont en contrepartie de tous leurs échanges, c'est que j'ai fait la même chose pour Chicago et que c'est absolument terrifiant. On va faire le récap ensemble. Du coup, tu as quand même lâché toute ta structure de Caruso, DeRozan, Lavin, Vucevic. Je parle sur les 2-3 dernières saisons. Bon, contre Caruso, tu as eu Josh Giddey, qui est pour le coup qui est le visage de ton nouveau projet, en fait. Voilà, qui a un bon trade, qui a dépassé Jordan au triple-double dans l'histoire de cette franchise, vu que vraiment c'est complètement cursed. DeRozan, j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'est Chris Duarte. Ok. 2 secondes de draft et du cash. Pas mal. Zach Lavin, c'est un trade à plusieurs équipes avec les Spurs, etc. Mais Chicago récupère Trey Jones,
Je sais pas comment on dit son blaze au deuxième. Lachan Olbrich, je vais le dire comme ça Who parce the que fuck is that? j'ai appris son existence aussi. Vraiment, je sais pas comment on dit, mais je vais le dire à la Qui est ce mec, française. gros Lachan Olbrich. Lachan Olbrich. Et de second tour de draft aussi. National Bridge qui est maintenant conducteur de poids lourd. Dans l'Illinois. Ouais, voilà. Faut le savoir. Et contre Vucevic, du coup, t'as récupéré Nick Richards, Zach Collins et des seconds tours. Mais gros, mais vu que là, on parle de enfin, genre. Des joueurs à chier. Tu viens de dire des que non. contreparties pour DeRozan, Lavine et Vucevic, quoi. Ouais. C'est ouf. Donc vraiment, je récapitule, en fait, contre tous ces gars-là, il n'y a aucun, premier choix de draft, aucun premier tour de draft, pardon. Aucun premier tour de draft, je le répète, parce que c'est complètement dingue. Ils en ont récupéré un dans un trade, je sais plus lequel, attends, j'ai dû le noter. Ouais, c'est dans le trade de l'année dernière de Trey Jones, avec Lavine et tout, où ils récupèrent un choix de draft du premier tour, via les Spurs, c'était le leur, de 2025, qu'ils ont juste récupéré. Ça me fait rire quand même. Mais ouais, faut parler des Bulls quand même avec juste un projet où ils ont fait le bouton rouge en question, ils ont tout envoyé mais chier. au final, cette saison, ils l'ont fait en plus trop tard, le bouton rouge, je trouve. C'est-à-dire Tard et très mal. Ouais, très mal en plus. Et très mal, donc, et pas très man qui n'a rien à voir et qui est un super joueur. Ouais. Mais c'est dingue. Pour hein. les shorts oversize. Et surtout, je les ai choisis parce qu'il y a quand même Arturas Karnisovas qui se fait virer hier, Ouais. donc le vice-président des opérations de basket, et le GM se fait virer aussi, qu'on connaît moins, mais j'ai noté le blast, c'est Mark Eversley Ok. qui se fait virer. À jamais, mon gars. Donc Billy Donovan sera le prochain. Sûrement. On Cet été, ça va bouger. Ça devrait être le cas. J'ai vraiment vu la stat en regardant un match parce que je me fais vraiment chier pour aider le match des Bulls, visiblement. C'est vrai que c'est fou de faire ça. Depuis Billy Donovan, c'est 6 ans aux Bulls et c'est vraiment un bilan de 220 wins pour 240 défaites, ce genre de truc. Le truc le 6 plus ans. loin de l'histoire, quoi. Enfin, vraiment, le 6 ans m'a retourné le crâne. Bref, grosse force pour les fans de Chicago aussi. On répète beaucoup ça, mais putain, c'est long, fastidieux, mal fait, chiant. C'est une franchise mythique. Et t'as peu de choses sur lesquelles te reposer, à part Josh Giddey qui fait une belle saison et Matas Bouzelis qui a bien progressé aussi. Mais en vrai, à part ça. Après, là, le fait qu'ils aient enfin décidé de faire quelque chose pour ce board qui était catastrophique, Oui, je suis d'accord, c'est une cool, bonne chose. Tu vois. Faut avoir juste qui qu'il tu y ait mets à un la mec place, qui sait travailler, qui arrive maintenant. Genre Nico Harrison. Cette saison, ils ont eu peut-être l'histoire la plus triste de la saison, Ouais. c'est celle de Jaden Ivey. Il fallait que ça tombe à Chicago, C'est tu clair. vois. Mais au-delà de ça, t'as des mecs comme Colin Sexton ou Rob Dillingham ou des gars comme ça avec qui t'as moyen de faire des choses, que ce soit les mettre dans des packages ou les développer. Donc en vrai, t'as 2-3 pièces quand même assez intéressantes. Il y a des choses à faire, tu vois. C'est pas non plus Oui. la catastrophe. Mais bon, t'as aucun premier choix de draft, quoi. C'est ça, c'est juste que ton capital draft, là, pour le coup, il est pourri, quoi. Donc, il va falloir trader encore des gens et espérer avoir des premiers tours par-ci par-là dans des packages où t'as Sexton qui va sûrement pas rester longtemps à Chicago. Ce genre de gars, mais ils ont quand même plus beaucoup de gens à trader non plus, quoi. Enfin, ils ont des gens à trader, mais pas des gens avec beaucoup de valeur, quoi. Oui, c'est ça. Patrick Williams, bon. Non, mais c'est vrai que c'est très triste. Il a pas affolé le marché, je pense, Patrick Williams. Non, bah, je pense même que personne n'en veut, en vrai. Je pense qu'il affole pas grand monde. Tu vois une chaussette sale, je pense qu'elle a plus de valeur que Patrick Williams aujourd'hui. C'est pas faux, hein. Moi, j'aimerais bien avoir une chaussette sale, en vrai, par exemple. Une chaussette sale. Toi, t'as que des chaussettes propres, Craig. Ouais, tout le Ok. temps. Même quand je les mets, ça reste Elles propre, restent frère. propres. Je te jure. Ça. T'as une déception, Achille, en stock? J'ai 2 autres petites déceptions. J'ai envie de partir sur une déception plus individuelle, parce que ma satisfaction, c'était une équipe, ma déception, c'était une équipe. Et il y a un joueur en qui je croyais beaucoup cette saison, c'est Shaedon Sharpe aux Blazers, l'arrière des Blazers, C'est vrai. que je voyais être MIP. Au final, ce sera pas du tout le cas. T'as même Deni Avdia dans son équipe qui est plus un candidat MIP Clairement. que lui. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à une vraie breakout season de Shaedon Sharpe avec le retour de Damian Lillard à Portland pour apporter un peu Un cadre, quoi. un bon cadre à ce mec-là. Le départ de Anthony Simons qui était un peu dans les deux profils assez similaires en termes de poste et en termes de mecs draftés par Portland sur qui construire son backcourt et tout. Il y avait un espèce de message envoyé, je trouvais, à Shaedon Sharpe dans ce transfert de le gars sur qui on compte le plus, c'est toi, dans ce backcourt-là, tu vois. Clairement. Et au final, je trouve qu'il a pas assez répondu aux attentes. Après, tu as un contexte collectif à Portland qui est compliqué. On se rappelle du départ de Chauncey Billups en début de saison pour les histoires de poker et d'affaires De cheloues paris comme qu'on ça. connaît, Ouais, poker illégal, bref. Un mal pour un bien en réalité, même si Oui, c'est juste mais que bon. ça arrive dans un timing catastrophique évidemment et c'est cata, mais disons que Chauncey Après, Billups. tout le monde s'en branle de Portland, moi y compris, donc j'ai pas forcément d'analyse à faire sur le travail de Thiago Splitter, mais bon, au final, c'est l'équipe aussi buzzless par excellence, tu vois, qui, si elle sort du play-in, c'est le truc le plus
stylés qui peut leur arriver de leur saison. Ouais. Et... Mais en fait, ça aurait pu être stylé, ça, le truc avec Shaedon Sharpe, candidat MIP, ça aurait été une saison stylée. Mais pour après, Portland. ça pose des questions sur le projet, en fait. Genre, où t'en es dans ton projet de jeu aujourd'hui quand t'es Portland? C'est-à-dire que t'as un effectif trop fort pour tanker. Parce qu'en vrai, tu peux être ambitieux avec un effectif comme ça, mais t'as un effectif trop faible pour la conférence Ouest, en vrai, tu vois. Donc, et oui, Shaedon Sharpe, c'est un peu le joueur qui m'a le plus déçu cette saison parce que j'en attendais peut-être un peu trop. Bah, disons que dans l'effectif des Blazers, t'as beaucoup de joueurs un peu du même range que lui qui font des bien meilleures saisons. Et je pense à un Jeremy Grant, tu vois, par exemple, qui en Loki fait une bonne saison. Encore une fois, tu l'as dit, c'est Portland, du coup, on s'en bat un peu les couilles. Fout, en vrai, mais Jeremy Grant fait une bonne saison, et Shaedon Sharpe... même un mec comme Caleb Love, qui est un rookie pas drafté cette saison, je trouve qu'il a plus d'impact qu'un Shaedon Sharpe. 45% au tir et 34% à 3 points. C'est pas dégueu non plus, mais par rapport à l'arme offensive que ça doit être, je sais pas. Je n'en attendais plus, en fait. Bah, je comprends. Je comprends, moi aussi, je vais aller sur un joueur. Et moi aussi, j'en attendais plus, sans pour autant avoir des attentes démesurées, parce que vas-y, c'est un joueur que j'aime pas forcément plus que ça. En réalité, juste le profil est sympa. Et je me suis dit, vas-y, il s'est tellement fait chier à la gueule l'année dernière après les playoffs. Là, il rebondissait dans un contexte tout autre, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, est-ce que sa carrière peut enfin commencer? Il peut trouver de la régularité, etc. C'est Jalen Green à Phoenix qui arrivait un peu tard dans cette saison de Phoenix qui était superbe et qu'il est toujours d'ailleurs une belle saison de Phoenix, bien sûr. Mais 31 matchs joués pour Jalen Green. Et en fait, j'en attendais plus dans le sens où vu que ça tournait bien, de base, moi je l'attendais un peu au début de saison parce que je pensais que Phoenix allait pas être une équipe qui gagne beaucoup de matchs. Du coup, je me suis dit qu'elle allait avoir la place pour lui pour juste progresser vraiment, trouver de la régularité et trouver un peu une maison en NBA, quoi. Le homeless. Pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Mais vu qu'il vit dans un carton. Mais vu que Phoenix a gagné plus de matchs que prévu, du coup, j'avais encore plus d'attentes sur le côté. L'équipe tourne bien. Il y a des mecs comme Colin Gillespie qui font des saisons de fou. Beaucoup de mecs qui font des très belles saisons à Phoenix. Colin Gillespie fait partie des mecs qui ont mis le plus de tirs à 3 points cette année. Hein. Je crois qu'il est top 4. Colin Gillespie dans la course au MIP, mine de rien, il pourrait avoir son mot à dire aussi. Mais ouais, du coup, Jalen Green, au final, sur les 31 matchs qu'il a joué, on en a parlé un peu quand on parlait de Dillon Brooks, c'est des bonnes surprises, etc. Je pensais qu'il allait vraiment embrasser ce rôle de bras droit de Devin Booker sur le backcourt. Il y a eu des matchs qu'il a fait qui ont été très bons, comme toujours avec Jalen Green. De toute façon, il y a des matchs où il crève l'écran et des matchs où juste il est catastrophique et il crève son équipe un peu. Donc ouais, 18 points par match avec des pourcentages aussi crades. Les pourcentages, là, je les ai sous les yeux. En fait, les 42% au shoot qui sont cata, c'était les mêmes qu'à Houston. Ce que je ne comprends pas dans une attaque comme celle de Phoenix où le ballon bouge beaucoup, où il y a beaucoup de tirs ouverts, vraiment. Donc c'est particulier. Et à 3 points, il a baissé. Il était à 35-36, je crois, l'année dernière. Là, il est à 35% l'année dernière. Voilà, là, il est à 31%. 31%, c'est son pire pourcentage en carrière à 3 points. Du coup, moi, c'est une grosse déception, parce que je pense que Phoenix, c'est peut-être un Jalen Green juste un Jalen Green au même niveau que celui de l'année dernière en régulière, qui était à 21 points de moyenne avec des pourcentages un peu meilleurs à 3 points, donc on parle pas non plus d'un truc de ouf, tu vois. À ça, après, de peut-être faire top 6, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu dommage, et du coup, je me pose beaucoup de questions sur ce joueur en NBA, quoi. En fait, après, c'est quoi Jalen Green aussi? C'est marrant parce que nos deux déceptions, c'est des mecs un peu au profil, à l'histoire similaire cette saison, c'est-à-dire que c'est des gars qu'on attendait une explosion offensive et un rôle un peu plus défini dans une espèce de deuxième, troisième option d'une attaque, tu vois. En plus dans la conférence Ouest. Dans des équipes qui sont en plus à des niveaux similaires à l'Ouest. De ouf. Et au final, c'est deux mecs qui, en plus de leur apport offensif qui n'a pas été celui qu'on espérait, ont été un peu embêtés par des blessures, des choses comme ça, tu vois. Chez Shaedon Sharpe, c'est que 48 matchs joués cette saison, j'ai oublié de le dire. Mais c'est des déceptions, mais il y a aussi, je trouve, des circonstances atténuantes, notamment les blessures. Jalen Green, je pense qu'on parlait de confiance tout à l'heure pour Ja Morant. À mon avis, c'est un mec qui marche extrêmement à ça. C'est juste qu'il a été un peu surbranlé par la commu d'Houston et lui, il a aimé ce rôle-là d'espèce de newbie, nouvelle star, un peu stylé et tout, alors qu'au final, c'est pas forcément ce qu'il est, tu vois. Mais je pense qu'à terme, s'il est laissé tranquille par les blessures, je peux l'imaginer devenir cette deuxième, troisième option offensive qui compte à Phoenix, tu vois. J'aimerais bien, en tout cas. Ce sera pas du tout le cas, et dans 2 ans, il est à Las Vegas, lui aussi, dans une expansion team, tu vois. C'est clair. Mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien que ce mec devienne le joueur NBA qu'on attendait, sans pour autant que ce soit une superstar et un franchise player, mais au moins une deuxième ou troisième option, comme tu le dis. D'autant plus à Phoenix, qui marche bien, et où Devin Booker aurait bien besoin d'un mec comme ça à côté, tu vois. Mais j'avoue que j'y crois encore, et c'est la même conclusion que j'en tire que pour Shaedon Sharpe. J'y crois encore, mais il va falloir commencer à se dépêcher là. Ouais. Parce que
Sinon, très vite, plus personne va y croire et même plus les coachs, quoi. Bah, le temps il passe, c'est sa 5e saison NBA. Hein. Ouais. 5e saison, ça commence à filer. Donc ouais, on verra avec un training camp, avec de la régularité à Phoenix cet été, s'il le garde, mais je pense que ce sera le cas. Il n'y a pas de raison qu'il le trade maintenant alors que sa valeur est au plus bas. Oui. Donc il restera et on espère toujours pour ces joueurs-là de toute façon, mais quand même un peu déçu. Voilà, je voulais en placer une quand même pour Milwaukee dont on a beaucoup parlé il y a quelques jours, mais c'est la côte de Doc Rivers là sur le côté Google Me à ces joueurs là. Ouais, j'ai vu ça. Regardez mon résumé. Il va être Hall of Fame. Et qui va être Hall of Fame en plus. En fait, c'est une pierre de plus dans cette saison des Bucks et dégueulasse, qui catastrophique et on a hâte de voir encore une fois ce qui se passera cet été à Milwaukee. Il va y avoir un grand ménage aussi, hein, je pense, un très très grand ménage et on espère voir Doc Rivers loin des parquets par pitcher. Ouais. Vraiment. Voilà. Moi, j'en place une petite pour Houston, que j'attendais podium à l'Ouest cette saison. C'est vrai. Et juste KD qui arrive encore dans une franchise et qui fout la merde. le cinéma All-Star Game où il est sur son téléphone parce que son burner account qui est découvert, où il traite ses coéquipiers d'idiots. Il a 48 ans. C'est ce que j'allais dire, 48 ans. Hein. C'est fou. Vas-y, gros, sérieux, quoi. Ouais, c'est pas possible. Chier. Donc voilà, juste après. C'est pas non plus ma plus grosse déception de la saison parce qu'ils ont joué toute la saison sans meneur. Oui, c'est ça. J'attends de voir ce que ça va donner avec Fred VanVleet l'année prochaine. Mais juste KD qui a pourri l'ambiance là-bas, c'est trop triste, quoi, tu vois. J'avoue que l'itération KD, Şengün, Jabari Smith, etc., même avec VanVleet, va peut-être apporter un peu de variété, d'ordre et juste de playmaking à la main, donc ça va être bien. Mais j'avoue que la gueule du vestiaire ça doit être bizarre. Ouais, me dit pas grand-chose. Alors qu'ils avaient fait un bon début de saison en plus et tout, donc voilà. Après, à voir avec Adams aussi qui a raté beaucoup de matchs et qui est hyper important, on le sait. Donc à voir pour Houston, on reste attentif. Mais putain, KD par contre, j'avoue, petite parenthèse. Gênant. Non, ça devient très gênant. Ça devient gênant et surtout, c'est encore une fois, si c'est ça les images qu'il laisse avant de partir, on va se rappeler de lui comme un scoreur de dingue et un putain de bowler et ce que tu veux. Comme un gros con, en fait. Mais comme un con, ouais. Vraiment comme le Vasily de la génération des monstres que sont LeBron, Curry, Harden, etc. Vasily qui est champion comparé à Harden ou Westbrook, etc. Ouais, après, on va pas refaire l'histoire, mais il est champion dans la super team, la plus super team de l'histoire, quoi. On est d'accord. Mais c'est juste qu'il a... Sinon, il a eu les pieds trop grands. Et il était pas assez fort au Thunder, donc vas-y. Et juste pas un leader et une mentalité de et merde. Voilà, il t'arrive à Phoenix, tu tues un projet de jeu, et là t'es en train de faire la même chose à Houston, c'est un peu triste. Mais en vrai, sans ça, encore une fois, je finis la parenthèse sur ça, mais s'il avait pas eu ses titres avec les Warriors, KD, en termes de mentalité et de ce qu'on dirait lui, ce serait pire que Harden et Westbrook. Hein. Ce serait même pire que Melo, frère. Carmelo Anthony. C'est pas faux. En tout cas, ce serait dans le même train. Hein. Ouais, sauf que au moins Carmelo Anthony, c'est un mec qui aujourd'hui, il arrive au Madison Square Garden, tout le monde s'applaudit, tout le monde se lève et l'applaudit. Quelle franchise ferait ça pour KD aujourd'hui, hein? Les Warriors vont le faire, je pense. Ouais, mais bon, tout le monde sait que ce serait fake, quoi. Genre. Seattle. Ouais. Parce qu'il va finir là-bas mais en vrai, il n'a pas d'histoire là-bas. Enfin, il est drafté, il a fait une saison, mais c'est stylé qu'il va finir là-bas et on va tous trouver ça trop stylé, on est d'accord. Mais juste en vrai, il n'aura pas marqué la franchise, donc pour un joueur comme ça, c'est vrai, t'as raison. En fait, pour un joueur comme ça, c'est dire que, ok, son maillot va peut-être finir par être retiré à Golden State, voire peut-être même à Oklahoma. Je pense. Mais avec les années, en termes de symbolique, ce sera pas ce que ça aurait dû ou pu être, tu vois. Clairement, là où Westbrook sera adoubé à plein d'endroits, surtout à OKC, et Harden aura son meilleur retiré à Houston, et pareil, ce sera une légende des Rockets, sans problème. Voilà pour cet épisode 7 de Sans Plug. J'espère que vous avez kiffé, un épisode particulier sans Arthur, à qui on fait des bisous évidemment. On a fini sur une fausse note, mais il faut garder en tête qu'on a vraiment kiffé cette saison. Oui, très belle saison NBA. Il y a encore des changements qui arrivent cet été avec des nouvelles règles, des choses comme ça. Dont on parlera cet été par-ci par-là, vous pourrez compter sur nous évidemment, on vous lâche pas. Et on a hâte de voir une classe de draft de malade qui arrive. C'est clair. Non, ça va être cool à suivre. Et puis là, surtout, on va rentrer dans le vif du sujet avec les playoffs. On va voir qui est qui. Hein. Ouais, complètement. N'hésitez pas à nous dire quelles ont été peut-être vos petites déceptions cette saison aussi. Et puis, je pense qu'on se retrouve dès le début de la semaine prochaine. Normalement, pour un épisode preview du play-in tournament. Parce qu'il va se passer des choses. On sait pas encore quelles seront les affiches, mais on a hâte de voir. Et puis, on a hâte surtout de parler des playoffs, quoi. Enfin. On va y être. On les attend, là. Et je pense que préparez-vous, parce qu'il y aura beaucoup de hot take et de sang, je pense. Sachez que si les Cavs sortent au premier tour, je vais insulter des mères. Hein, non, mais vraiment, je préfère prévenir, je vais insulter beaucoup de gens. Et malheureusement, plus le temps avance, plus je me dis, c'est possible, en réalité.
Voilà. Non, mec, ça va pas. Bon, bref, on en parlera. Oui, on verra. D'ici là, portez-vous bien. On vous embrasse. Gros bisous à Arthur aussi. Évidemment. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on poste du contenu quand on a le partout. temps. Venez nous voir sans plug, @sansplug sur Insta, Culture NBA sur Twitter, sur TikTok, pardon. Et le podcast dispo partout. Ouais, merci à la team YouTube aussi qu'on dira avant, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent depuis C'est YouTube. vrai, Donc, c'est vrai. donc merci à vous. Voit. Et vous nous verrez peut-être bientôt aussi. Voilà. Teasing. Allez, Bisous à tous, merci. à la semaine prochaine.